Le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau show, Jer-Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Galice! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse puis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir! Yes sir, what's up tout le monde? Ici votre animateur Jer-Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui on reçoit comme invité, c'est Daniel Benson. OK? Daniel Benson, il a fait... il y a une histoire quand même extrêmement inspirante, je trouve. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment très inspirant. OK? Quand que Daniel Benson était très jeune, il a subi de la violence conjugale. Il a vécu là-dedans. Et il a lancé un ultimatum à son beau-père pour qu'il s'arrête. Il n'a pas voulu, fait qu'il l'a tué et il a passé 17 ans en prison par la suite, dans des prisons à sécurité maximale. Et après ça, il a dévoué le reste de sa vie à faire... à aider les gens à faire de la réinsertion sociale. Tu sais, il s'est vraiment dévoué du travail social. Et bref, je trouve ça vraiment... très inspiré malgré qu'est-ce qui s'est passé, malgré tout ça. Et j'aime beaucoup le fait qu'il nous donne une différente perspective du... Tu sais, on en remonte à là 2 semaines, le podcast que j'avais reçu Gilles Tessier. Tu sais, il y avait une vision très subjective, là, tu sais, qui... Et lui, il en amène un autre point de vue, il y a eu un autre chemin, un autre parcours. Puis, tu sais, sans les comparer les deux, je trouve ça le fun d'avoir une différente perspective de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur aussi, tu sais. Fait que j'aime beaucoup les nuances qu'il emmène, j'aime beaucoup tout ça. Moi, c'est un podcast qui me fait extrêmement du bien parce que ça montre qu'on n'est pas que nos erreurs, qu'on peut changer, qu'on peut... Fait que, bref, moi, c'est ça m'a fait énormément du bien, ce podcast-là. Laissez-moi des commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que c'est un très bon podcast. Bref, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler, si vous aimez le podcast, vous aimez qu'est-ce que je fais, je vous encourage à aller vous abonner à mon Patreon. Tout le monde, c'est au patreon.com/whatsuppodcast. C'est ma source financière pour pouvoir faire ce podcast-là. Bien important que vous devenez membre. Ça, en plus de pouvoir m'aider financièrement, ça fait en sorte que vous pouvez voir tous les podcasts d'avance. En ce moment, il y en a plein de podcasts. Il y en a un avec Paul Saint-Pierre Plamondon, Marie-Claude Savard. Et aussi, si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème. Faites juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein? Laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire, hein? Écrivez réinsertion sociale dans les commentaires. Si vous avez aimé ça, le podcast, vous l'avez écouté jusqu'à la fin, écrivez réinsertion sociale dans les commentaires parce que c'est ça qui est question dans le podcast. Puis je trouve que c'est un message très beau. Puis aussi, juste vous rappeler que je suis en tournée présentement avec mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Si vous voulez me voir en spectacle, allez au jeralain.com. Je me promène un peu tout partout. Allez voir les villes où ce que je vais être présent et pognez-vous une paire de billets. Ça peut faire des beaux cadeaux de Noël. C'est le temps d'en profiter. Et sur ce, je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Gros merci, tout le monde. Mes membres Patreon, le monde vient me voir en show. Daniel Benson, gros merci. Sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir mon nouvel invité.
Je vais te faire une petite présentation. C'est ça, ce qui est arrivé, c'est dans le fond, tu as quand même eu un parcours assez difficile quand tes parents se sont séparés. Il y a un homme qui est assez violent qui est rentré dans ta vie pendant que tu étais enfant. Tu as enduré ça pendant environ 8 ans de temps. Finalement, tu as voulu régler le problème par toi-même. Ça s'est mal passé. T'as tué le gars et t'as passé 25 ans en prison. Non, j'ai été condamné à 25 ans. J'ai purgé 17 ans au total. Ouais, puis après ça, tu t'es trouvé une job dans le travail social, puis aujourd'hui, tu en as vraiment fait une cause, même une mission. Ouais. Puis c'est très louable, ça. Ton histoire m'a beaucoup inspiré, fait que c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Fait qu'un gros merci à Daniel Benson d'être sur le podcast. C'est moi qui te remercie. Yes. Mais avant, c'est sûr que tes parents se séparent. Il n'y avait pas de problème à la maison. Moi, là. je sens que je viens d'une famille plate. Une famille où il n'y a pas de problème. OK. Pas de chicane, pas de délinquance, ni dans ma famille proche, ni dans ma famille élargie. Là, tu sais, papa, maman, le fin de semaine en camping. Là, une vie bien ordinaire. Là. Tranquille. Mon père conduisait des autobus, ma mère était femme au foyer. C'est une famille bien ordinaire. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a jamais eu de violence, de cris. J'ai jamais vu mes parents se disputer. Moi, quand c'est ça, petit. tu connaissais pas ça. Non, toi, je connaissais pas ça. OK. Puis c'est ça, là, tes parents se sont séparés, puis c'est là que tout ça a commencé. Là. Puis un élément important, quand tu sais, je fais des conférences aujourd'hui, puis je dis toujours aux gens qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Parce que quand on parle à un enfant, puis qu'on est un adulte signifiant pour lui, il va nous croire. Même si on dit que le Père Noël existe, il va nous croire. Les enfants croient au Père Noël à cause que les adultes leur disent que c'est vrai. Puis moi, quand mes parents ont divorcé, puis on dit encore ça des fois à des petits garçons, là, tu sais, le père s'en va à la chasse, puis là, il y a une matante qui dit « Bon, t'es l'homme de la maison, là, tu sais, puis le petit gars, il prend ça pour du cash. » Moi, quand mes parents ont divorcé, il y a une de mes grand-mères qui m'a dit « Daniel, c'est toi l'homme de la maison, il faut que tu prennes soin de ta mère et de ta sœur. » Moi, dans ma tête d'enfant, j'ai pris ça pour du cash. Là. Je devenais responsable. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que c'était. C'était un enfant. Mais ça s'est incrusté dans mon esprit et j'ai grandi avec ça. Donc, à chaque fois que je voyais de la violence à l'égard de ma mère, j'essayais de faire des choses. J'ai été demandé de l'aide, j'ai été appelé à la police, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Ça a commencé jeune, là. T'avais à peine 9 ans. J'avais 9 ans, à peu près 9-10 ans. Donc, j'ai été demandé de l'aide, puis il n'y a personne qui m'aidait. T'as appelé la police, mais dans ce temps-là, la police, il venait à la chicane infinie, il s'en allait, là, tu sais. Aujourd'hui, ils arrêtent les gens, ils ont changé les lois, mais à l'époque, c'était pas comme ça. C'était des affaires familiales, la police se mêlait pas de ça. Donc, moi, j'ai grandi avec cette idée-là. Donc, à chaque fois qu'il y avait de la violence, cette phrase-là résonnait dans ma tête. Donc, j'étais responsable. Puis je pouvais pas rien faire. Donc, je me considérais comme quelqu'un d'impuissant parce que j'avais une responsabilité puis je n'étais pas capable de l'assumer dans ma tête d'enfant. J'ai grandi avec ça puis jusqu'au jour où j'ai confronté cet homme-là, malheureusement, je lui ai enlevé la vie. Puis ça ressemblait à quoi, cette violence-là, tu sais, pour donner une idée? C'était pas une violence quotidienne, 24/24, là, mais c'était des moments où il y avait puis de la violence importante, là, tu sais, des yeux au beurre noir, du sang. C'était très, très laid, là. Tu sais, moi, je me souviens, entre autres, une fois, ma mère était enceinte de cet homme-là, puis je me suis fait réveiller dans la nuit, puis j'ai vu cet homme-là à genoux sur ma mère en train de la frapper. Là. Elle était enceinte de son enfant. Là, ouais. Fait que, tu sais... Un grand coup de poing. Tu sais, t'es un enfant, tu vois ça, t'es impuissant, t'as demandé de l'aide dans ta famille, personne veut... Tu sais, les Québécois, moi, je dis que les Québécois, ils ont le syndrome du stock fermé. Tu sais, il y a un problème chez les voisins, là. Hey, on se mêlera pas de ça, c'est pas vraiment de nos affaires, là. C'est quand qu'un drame arrive, puis on dit, j'aurais dû faire quelque chose. On aurait donc dû, il est trop tard quand on dit ça. Donc, c'était un petit peu comme ça à l'époque, là. Tu sais, c'est pas se mêler de ça, c'est pas vraiment de nos affaires. À l'époque, c'est les années 70, ça? Ouais, c'est les années 70, c'est ça. OK. Puis c'est ça, tu décrivais dans un article que c'était des objets qui revolaient, brisés. Je me faisais réveiller la nuit, là, par des cris, là. C'est ça, où t'entendais les coups, justement, sur ta mère, puis... Ouais. Ça doit être quand même assez traumatisant, ça. Surtout, tu sais, tu grandis avec ça. Oui, tu grandis avec ça, puis ça laisse des traces, là. Tu sais, quand on est enfant, les événements qu'on vit quand on est enfant nous marquent, puis laissent des traces à travers nous. Ça va peut-être paraître très paradoxal, ce que je vais te dire là, mais moi, je suis pas un gars violent. Moi, le seul geste de violence que j'ai posé dans ma vie, c'est ce geste-là. Chez nous, il n'y a pas de violence. Chez nous, il n'y a pas de cris.
Tu sais, moi, si j'invite des gens chez nous, puis ils boivent un verre de trop, puis ça se met à crier, je vais les mettre dehors. Ouais, J'endurerai pas. Je ne veux pas vivre dans ce climat-là. Je l'ai vécu. Ça m'a fait poser un geste que je regrette encore aujourd'hui. Ça a eu des conséquences sur ma vie, sur ma famille, sur la famille de cet homme-là. Je veux plus jamais être responsable d'une chose comme ça. Donc, moi, la violence, c'est zéro tolérance. Je ne tolère pas ça. Puis c'est ça, quelles conséquences, répercussions ça a eu sur toi de, étant enfant, grandir là-dedans? Tu sais, de qu'est-ce que je comprenais, c'était que c'était difficile à l'école. Ah oui, à l'école, moi, je suis un bon élève à l'école, un petit gars tranquille, pas ici bas, pas dans la cour, qui a des bons résultats scolaires. Puis à 9 ou 10 ans, mes résultats scolaires ont commencé à chuter parce que tu sais, moi, j'avais pas beaucoup d'amis parce que je savais jamais quand est-ce que ça éclaterait. Puis j'avais honte de ça. On n'est pas fiers de ça, là, tu sais. J'avais honte, donc j'avais pas beaucoup d'amis. Je me suis beaucoup refermé sur moi-même. Donc, je devenais un petit gars très, très solitaire. Puis je vivais dans une... Pas une peur, c'est pas le bon mot, mais comme une tension constante. Là. Quand est-ce que ça va repéter encore? Ouais. Ça va repéter, mais quand? On ne sait pas. Là, puis tu voulais pas inviter d'amis chez la maison? Puis à la limite, t'as honte de ça. Là, tu vis dans un milieu tout croche. Là, c'est pas le fun. Là, t'sais. Puis t'es tout seul là-dedans. Moi, j'avais pas d'aide de personne. Je me suis senti extrêmement seul dans cette période-là de ma vie où j'étais enfant. Puis quand on est enfant, on a besoin d'adultes autour de nous autres qui vont nous aider, qui vont nous soutenir. Puis moi, j'en avais pas, j'étais seul. Fait que là, c'est ça, arrive à 18 ans. Oui. Puis t'as voulu le confronter. Dans le fond, tu voulais y faire peur. Moi, je voulais qu'il arrête. Je voulais que ça cesse. Mais ton but, c'était pas de le tuer. Non, je voulais pas le tuer. Je voulais que ça arrête. Puis malheureusement, ça a dégénéré, puis je l'ai tué. Comment ça s'est passé? T'avais-tu un plan? Moi, je voulais y faire peur. Fait que j'ai emprunté un 22 tronçonnet à un de mes amis, là, puis je vais y faire peur avec ça. Il battra plus jamais ma mère. Là, puis je me souviens, il m'avait dit, si t'arrêtes pas de me parler de ça, c'est toi qui vas manger une. Là, dans ma tête, je dis non, toi, tu battras plus jamais personne. Puis je l'ai tué. Ah, OK, il t'avait dit ça, genre, tu l'avais confronté, puis... c'est ça. J'ai dit, tu tueras plus jamais personne, puis je l'ai tué. Puis c'est quoi est-ce qu'il y a eu une altercation, ou c'est Non, juste... il n'y a pas eu de violence. C'était on n'appelle pas ça une discussion, là. On appelle ça une discussion un peu corsée, là, Tu as donné un ultimatum, dans le fond? Il fallait que ça arrête, j'étais tanné. Ouais. J'étais tanné, puis il y avait toujours la phrase dans ma tête qui résonnait, là, t'es responsable. Ouais. Donc, je suis responsable. Puis c'est quoi tu disais, toi, genre qu'il allait finir par tuer ta mère? Ou tu sais pas comment ça va finir. Tu sais jamais, tu sais, parce que tu sais, moi, ça fait 20 ans que je travaille en intervention, là. Tu sais, la violence familiale, c'est toujours le même pattern, là. Tu sais, c'est une tape sur la gueule, un bouquet de fleurs, un bras cassé, un super restaurant. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Tant que la victime ne met pas un terme à ça. Mais tant que la victime ne met pas un terme à ça, ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir parce que c'est une question de psychologie chez ces hommes-là qui sont possessifs, qui sont jaloux, donc ça arrête jamais. Donc, il faut qu'à un moment donné, la femme décide que ça arrête, qu'elle n'accepte plus cette situation-là. Mais, tu sais, les relations humaines, parce que ces gens-là qui vivent dans des relations dysfonctionnelles où il y a de la violence. Moi, j'ai accompagné des femmes en prison. J'ai accompagné des femmes qui avaient tué. Puis la majorité des femmes qui avaient tué, il y avait tué un conjoint violent. Puis il y a des femmes qui me disaient, ça faisait 10 ans qu'ils étaient en prison, qui avaient tué le mari, qui était d'une extrême violence, des fois, là. Je me souviens d'une femme qui m'avait dit, je l'aime encore, mon mari. Tu sais, comment ça peut être des sentiments qui sont comme très mélangés. Tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle me dit là. Mais probablement que c'était vrai. Il y a une partie d'elle qui aimait cet homme-là. Donc, tu sais, on dit toujours que l'amour, c'est plus fort que la police. L'amour, c'est plus fort que bien les affaires. Là, donc, c'est des personnes qui vivent des sentiments qui sont très disparates, qui vont pas ensemble. Là, tu peux pas aimer ton bourreau, là, mais c'est le syndrome de Stockholm, probablement, là, que ces femmes-là vivent. Toi, est-ce que tu en as voulu à ta mère d'avoir fait rentrer cet homme-là dans vos vies? Moi, j'en ai voulu à tout le monde.
Ouais. J'en ai voulu à ma mère, j'en ai voulu à mon père qui nous a abandonnés, j'en ai voulu à mes oncles, à mes tantes qui ont rien fait, tu sais, qui savaient cette situation-là. Même, je vais te raconter une anecdote. Puis je peux le raconter aujourd'hui parce que mon oncle est décédé. Quand j'ai commencé à avoir des codes en prison, parce que tu peux sortir, tu sais, pour des périodes de plus de 24, 48 heures. Puis à un moment donné, tu peux sortir seul. Tu sais, ils t'envoient, puis tu t'en vas, tu reviens 2 jours après. Ouais, c'est que c'est en maison de transition? Non, ça, c'est avant la maison de transition. Oh, ok. Et moi, ma mère habitait très, très loin en banlieue, puis je voulais aller en ville, tu sais. J'ai rentré en prison à 18 ans, je suis rentré à 35 ans, je veux vivre un petit peu, là, tu sais. Puis j'ai un de mes oncles qui habitait à Montréal. Donc, j'appelle ma tante, j'écoute, je vais aller passer, je vais avoir des codes, je pourrais-tu aller chez vous? Puis quand tu fais cette demande-là, ben il y a un agent qui va chez la ressource, qui appelle ça une ressource, pour évaluer la ressource. Tu sais, il lui parle, tu sais, quoi votre relation avec Daniel, Puis ils font une évaluation de la ressource. C'est une ressource positive ou négative, tu sais. Si c'est positif, ben ils donnent la permission d'y aller, mais ils te remettent le rapport d'enquête qu'ils font. Tu sais, as le droit d'y avoir accès dans ton dossier. Fait qu'ils te le donnent. Puis dans le rapport, mon oncle et ma tante disaient « Oui, c'est notre neveu, on l'aime, on veut l'aider. » Puis mon oncle était jamais venu me voir en prison. Ma tante était venue, mais mon oncle était jamais venu me voir en prison. Fait qu'un matin, ma tante, c'est une femme qui se lève tard, mais mon oncle, c'est un lève-tôt. Fait qu'un matin, j'étais en train de prendre un café avec mon oncle. Il s'appelle Serge. Je lui dis « Serge, j'ai une question à te poser. » Je dis « Pourquoi t'es jamais venu me voir en prison? » « Ah, tu sais, Daniel, t'es mon neveu, mais dis-moi, là, tu es du monde, j'accepte pas ça. » J'ai dit « OK, t'as tout à fait le droit, puis t'as raison de pas accepter ça. Mais je peux-tu te poser une question? » Il me dit « Oui. » J'ai dit « Où t'étais pendant toutes les années où ta sœur se faisait battre? » Il s'est élevé, il a pris son café, il s'en allait dans sa chambre. Il n'a pas répondu. Mais c'est correct, là, il a le droit de penser ça, là, tu sais. Mais, tu sais, quelque part, viens pas me dire que moi, ce que j'ai fait, c'est pas correct. Puis c'est vrai que c'est pas correct, puis ça a pas la même valeur, mais c'est ta sœur, elle se faisait battre, puis tu faisais rien. T'as quelque part une responsabilité dans cette histoire-là aussi, là, tu sais. Pas une énorme, mais t'en as une responsabilité. T'as rien fait. Ouais. Donc, t'as laissé faire quelque chose qui est inacceptable. Mais ça, t'as dû avoir un long processus en dedans de toi pour pardonner, puis tu sais... Pardonner, moi, j'ai pardonné aux gens à qui j'ai dit que j'en voulais, là, tu sais, ma mère, mon père, tout ça. Je les ai pardonnés parce qu'à un moment donné, il faut comme passer à autre chose, tu sais. Puis le pardon, ça amène une certaine libération aussi. Tu sais, haïr du monde, pas le fun, tu sais. T'es en maudit, puis t'haïs le monde. Hein, c'est juste à toi que tu fais mal, pas eux autres. Là. Et par contre, il y a une personne à qui j'ai pas pardonné. Puis c'est à moi. Moi, ce geste-là, je le porte. Je le porte depuis le 23 juin 1982. Puis ça fait longtemps. Là, je sais même pas s'il y en a qui vont écouter ça qui étaient pas nés à cette époque-là. J'étais pas né. T'étais pas né, bon. Puis aujourd'hui encore, là, à tous les matins, quand je me lève, là, puis je suis dans ma salle de bain, là, puis je suis devant le miroir, là. Puis c'est comme ça depuis le 23 juin 1982, là. Dans le miroir, quand je me fais la barbe ou je me brosse les dents, là, je vois 2 personnes. Je vois Daniel Benson, l'homme que je suis, là, mais je vois l'homme qui a tué aussi. Puis ça, ben c'est là, c'est tout le temps là, c'est omniprésent dans ma vie. T'es pas capable de te l'enlever de la tête? Non, puis je sais pas si ça serait sain non plus, parce que, tu sais, j'ai fait quelque chose d'extrêmement grave. J'ai enlevé la vie à quelqu'un. Tu sais, la seule chose qui nous appartient, là, intrinsèquement, là, qui est à nous, là, c'est notre capacité de respirer. Parce que le reste, le chat, le char, la maison, la blonde, c'est, tu sais, ça va, ça vient. Tu sais, notre vie évolue, là, puis on passe au feu, bon, on appelle les assurances, puis on dit qu'on avait une 40 pouces au lieu d'une 32, puis on est content, là, tu sais. Mais quand t'enlèves la vie à quelqu'un, tu peux pas réparer ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu sais, moi, ma mère a un enfant avec cet homme-là, qui est ma sœur, parce qu'elle veut pas que je l'appelle ma demi-sœur, elle dit pas de moitié, là, tu sais, je suis sa sœur ou je suis rien. Puis ma sœur a eu un enfant. Puis quand elle a eu son enfant, ma sœur, d'ailleurs, en fin de semaine, c'est son 18e anniversaire, on s'en va fêter ses 18 ans. Quand elle a eu son enfant, je dis, écoute, Karine, je dis, quand ta fille va être en mesure de comprendre, qu'on va pouvoir lui parler, je vais lui dire ce que j'ai fait. Parce que cet enfant-là est une victime du crime que j'ai commis. Parce qu'elle a vécu sans grand-père, puis c'est de ma faute.
C'est moi le responsable de ça. Et par des circonstances X, Y, Z, là, moi, j'avais donné une entrevue à Guylaine Tremblay, à une émission à Télé-Québec, puis j'avais dit à ma soeur, arrange-toi que Maud ne regarde pas, là, tu sais, puis... Tu sais, à Télé-Québec, la seule certitude que tu as quand tu passes dans un show à Télé-Québec, c'est que le monde va le voir souvent. C'est des reprises. Puis à un moment donné, ma soeur m'appelle, puis elle me dit, Daniel, Maud, elle veut te parler parce qu'elle pleure. Qu'est-ce que c'est qu'elle a? Ben, elle dit, elle a vu une reprise de l'émission. Puis je dis ça, de ce que je te dis, je le dis à Guylaine Tremblay quand elle fait son interview. Et là, ma nièce prend le téléphone, puis elle pleure, puis elle me dit, tonton, t'es mon tonton, puis je vais toujours t'aimer. Elle m'a pardonné en me disant ça, là. Elle m'a pas dit je te pardonne, mais... Puis c'est fini, elle a lâché le téléphone, puis elle est partie, puis elle m'a jamais reparlé de ça. Puis c'est correct quelque part, là. Mais elle l'a appris d'une façon dont je trouve pas correct, là, tu sais, par la télé, là, tu sais. J'aurais même mieux lui dire moi-même, là, mais regarde. Mais on contrôle pas tout dans la Mais vie. tu penses quoi, mettons, du monde qui entend ton histoire, puis qui comprend pourquoi que tu le fais, puis qui se dit qu'il le méritait. Pis... il y a plein de monde qui me disent ça. Tu sais, moi, je fais des conférences dans des écoles. La bonne affaire, tu sais, il y a plein de monde qui m'ont dit ce commentaire-là. À ta place, j'aurais fait la même chose. Je réponds toujours non, c'est pas une solution. On règle pas de la violence par de la violence. C'est contre-productif, ça marche pas. Puis c'est pas la solution. Enlever la vie à quelqu'un, ça règle aucun problème. Ça en crée une vague immense. Tu sais, cet homme-là, il y avait des frères, il était pas juste un homme mauvais. Il y avait de très bons côtés, cet homme-là aussi. Donc, tu sais, toute sa famille a souffert à cause de mon geste. Tu sais, il y a du monde qui l'aimait, ce gars-là. Puis il était aimable, il était pas juste un méchant garçon. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, j'ai tué quelqu'un, mais je suis pas juste ça. Je suis autre chose aussi. Donc, tu sais, c'est pas... tu sais, le monde qui dit ça, je comprends. Là, tu sais, moi, s'il aurait fait ça à ma mère, j'aurais fait la même affaire. Mais c'est pas correct de penser ça. Non. Parce que non, c'est pas... On règle pas les choses comme ça. S'il y en a qui vivent ça, puis écoute, là, regarde, au lieu de tuer le chum de ta mère, là, emmène ta mère, puis va-t'en avec. Tu sais... je comprends. Fais quelque chose de positif pour elle, là. Éloigne-la de ce milieu-là. Tuer son chum, ça sera pas positif. C'est pas positif de tuer quelqu'un. Mais en même temps, tu sais, souvent ce monde-là recommence, tu sais. J'essaie de faire un peu l'avocat du diable. Regarde, ouais, OK, je comprends très bien, là, mais si on se met à tuer tous les batteurs de femmes, là, on va filmer ça, on va faire la purge 4, là, tu sais. Il y en a des problèmes. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans la société, là, tu sais. Les gens qui sont violents dans leur milieu familial, envers leurs enfants, envers leurs femmes. Ces gens-là n'ont pas besoin d'être éliminés, ils ont besoin d'aide parce qu'ils ont un problème. Tu sais, il y a personne qui... Je pense pas, en tout cas, moi, dans ma tête, là, je pense qu'il y a personne qui va volontairement faire du mal à quelqu'un puis qui trouve que c'est correct. C'est pas correct. Il y a un problème quelque part. Il y a une source à cette violence-là. Là. Il y a quelque chose quelque part dans sa vie qui a fait en sorte qu'il pose des gestes comme ça. Puis si on n'est pas capable d'aller à la source de ce problème-là puis de le régler, le comportement va toujours rester là. Mais il faut être capable d'aider ces gens-là. Mais tu penses qu'ils sont quand même récupérables? Ou... Moi, je pense que... Écoute, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'accompagnement psychosocial, là, avec des meurtriers, avec des gens dans la rue. Du monde poqué, là, du monde qui ont fait des affaires pas belles, là, qui ont des vies tout croches, puis tout ça. Puis avec mon expérience, je peux te dire que moi, je crois profondément que tout être humain a le potentiel de devenir meilleur. Puis mon expérience de plus de 20 ans d'intervention confirme ça. Ouais. Si la personne veut, puis elle a la volonté, elle va évoluer, elle va changer, puis elle va devenir une bonne personne. Des fois, ça va prendre beaucoup d'efforts, ça va prendre beaucoup d'aide autour d'elle, mais c'est possible. Parce que je l'ai vu. Mais j'imagine aussi, de plus loin tu pars, de plus dur ça va être. Ben oui, tu sais, si la route, tu sais, si tu fais juste te casser une jambe dans la vie, là, ça va être facile de t'en remettre. Mais si tu te casses la colonne vertébrale, le bassin, les deux jambes, les deux bras, ça va être plus long. Tu sais, au niveau de la vie, de la psychologie, c'est la même chose qu'au niveau physique. Plus c'est grave, ben plus que c'est long à guérir ou à sortir de ça, ou à guérir, j'aime pas ça, ce mot-là, là. Mais à se reprendre, à refaire quelque chose de positif. C'est toujours plus long. Plus plus la route est maganée, plus qu'il y a une poule, plus le char se magane. Fait que si on en revient avec l'histoire, fait que là, c'est ça, tu l'as tué, le beau-père.
comment tu réagis quand le coup il part? Tu sais, c'est quoi ce... Ben, j'ai eu peur, puis je me suis dit, s'il est pas mort, il va tout nous tuer. Fait que j'ai retiré un deuxième coup. Ah ouais? Ouais, puis j'avais peur. Ben oui. Puis tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais à 18 ans avec un 18 gars. ans, t'es même pas un adulte, là, tu sais, t'es un vieil adolescent, là, tu sais, à 18 ans. Fait que c'est ce qui est arrivé. Puis après ça, ben, quelques jours plus tard, je me suis fait arrêter par la police, puis je me suis ramassé en prison, puis là, ben, tu sais, Mais t'as-tu essayé de te sauver ou Ben, la police était pas là, je me suis allé, là, puis après ça, tu sais, la police, ils font des enquêtes, ils font des cercles, tu sais. La victime, bon, c'est, OK, bon, y est-tu dans la gaffe, y est-tu des ennemis, c'est un joueur, tu sais. C'est pas des fous, là, tu sais, ils connaissent leur métier, là, tu sais. Ça fait que, ils m'ont arrêté, puis j'ai été condamné, là, à l'emprisonnement perpétuel avec 25 ans minimum de détention à purger. Comment s'est passé le tribunal? Oh, ça s'est passé assez vite, là. C'était très rapide. Puis le juge n'était pas très, très gentil. Non, c'est ça. Il n'a pas pris pantoute en considération. Non, puis non, même mon avocat a essayé d'invoquer le fait qu'il y avait... Puis le juge a répondu, on fait pas le procès de la victime, on fait le procès de l'accusé. Ah ouais. Tu sais, il faut remonter dans le temps, là. Aujourd'hui, un juge, je dirais plus ça, là. Non. Parce qu'il y a comme, tu sais, OK, il y a une circonstance là, qu'il faut prendre en considération. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, la violence familiale, conjugale, c'est plus toléré. Il y a des programmes, il y a toutes sortes de campagnes. Donc, la société est plus sensible à ça. Puis elle n'accepte plus ça. Ben, à l'époque, surtout que ton dossier devait être vierge. Moi, tu devais pas avoir, c'est ça, tu devais pas avoir de dossier ça fait criminel. que, tu sais, ça a été très rapide. Ça a été un procès très expéditif. Puis j'ai été condamné à la prison à vie avec 25 ans de prison à faire. Quand il donne le coup de marteau, comment j'ai tu te fait sens? un exercice mathématique. J'ai fait 25 moins 18. J'ai 7 ans en dessous. Il me condamnait à plus de temps en prison que j'avais de temps de fait dans la vie. Donc, pour moi, c'était comme, je m'en vais dans un trou noir puis je vais mourir. Parce que, tu sais, on peut se projeter dans demain, on peut se projeter dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans si on a un gros projet, dans 5 ans, tu sais, si on veut acheter une maison, on ramasse de l'argent, bon, dans 5 ans, on achète une maison. Mais est-ce que quelqu'un est capable de se projeter dans 25 ans? Personne. Sauf ceux qui disent, bon, moi, dans 25 ans, je prends ma retraite, là, tu sais, mais on peut pas se projeter, puis on sait pas si on se rend à la retraite, on peut peut-être mourir avant, là, tu sais, on n'a pas de certitude dans 25 ans, qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie. Donc, moi, je disais, ben, ça c'est fini. Je vais mourir dans le trou. Je vais mourir, là. Puis, tu sais, moi, une chose que je trouve qui a été... Tu sais, des fois, la société, puis je veux pas dénigrer rien, puis aucun système. Tu sais, les systèmes marchent comme ils marchent, puis... Moi, j'avais 18 ans, là. J'avais jamais fait de geste de violence de ma vie, à part celui-là. Puis, quand j'ai été condamné, ils m'ont envoyé à l'établissement Archambault, le pénitencier le plus violent du Canada. Fait que pour guérir ma violence, il m'envoie dans un milieu extrêmement violent. C'était terrible, cette prison-là. Je suis arrivé là en octobre, en septembre, puis en juillet avant, il y avait une émeute, l'émeute la plus sanglante dans l'histoire du service correctionnel du Canada. 3 gardiens de mort, 2 détenus tués. Il y avait un meurtre aux 3 mois dans cette prison-là. Tu savais jamais quand est-ce que ce serait ton tour. C'était terrible de vivre dans ce monde-là. Moi, pendant les 5 premières années, là, dans une cellule, c'est pas la grandeur d'une petite salle de bain, OK? Puis les fils électriques, faut pas qu'on ait accès. Donc, ils sont enfermés dans des tuyaux de métal qui sont accrochés après le mur pour allumer le néon, cette affaire-là. Je me souviens, j'avais pris mes lacets de souliers de course. J'avais attaché ensemble. Puis j'avais attaché après le poteau de lumière. Puis j'avais vérifié la hauteur, si c'était assez haut pour que je me pende. Et pendant 5 ans, à tous les soirs, je me demandais, est-ce que c'est ce soir que je le fais? Ah ouais. Et c'était pas pour m'évader de la prison puis des 25 ans à faire. C'était pour m'évader de moi-même, du mal que je portais, du geste laid que j'avais posé. Ah, tu commençais déjà à sentir cette culpabilité-là. Tu vis avec ça tous les jours, là, c'est très, très lourd. Puis tu sais, dans une prison, on te le rappelle constamment. Fait que, tu sais, les gens qui te rencontrent, les psychologues, les gens de libération conditionnelle, ils te rappellent constamment ça parce que c'est leur travail de travailler sur le crime. Donc, tu parles tout le temps de ça. Fait que tu l'as tout le temps dans la tête, tout le temps. Puis les autres gars, ben, lui, il a tué, lui, c'est un violeur, lui, c'est un... Tu sais, t'es constamment là-dedans, tout le temps.
Comment s'est passée ta première journée? Hein? C'est pas le fun. Non. Non. Je me souviens, moi, quand je suis rentré dans cette prison-là, à l'époque, les détenus, quand on arrivait dans ce pénitencier-là, on passait par le devant du pénitencier. Puis il y a une grosse porte de métal avec les barreaux sont comme design, là, ça a l'air moins prison. C'est pas des barreaux de prison comme on voit dans les films. Et quand cette porte-là a refermé derrière mon dos, là, ça fait un gros bruit, là, c'est métal sur métal. Là, j'ai eu un grand frisson dans le dos. Puis je pensais, avec les années, là, je vais faire un petit peu du coq à l'âne, que j'oublierais ce frisson-là. Quand j'ai travaillé dans les pénitenciers, le premier pénitencier où j'ai été assigné à travailler, c'est l'établissement Archambault. Ah ouais. Ah, Seigneur, j'aurais pensé que tu n'aurais plus jamais voulu retourner là. Et je me souviens, la première journée, je suis arrivé dans le stationnement, là, j'ai stationné mon auto, j'ai regardé la prison, là, puis je me suis dit, qu'est-ce que je m'en viens faire ici? Ben ouais. Puis là, j'ai resté dans mon auto au moins 15 minutes, là, puis je me suis dit, OK, Daniel, les démons que tu as connus dans cet endroit-là, tu les laisses dans l'auto. Tu rentres pas avec tes souvenirs. Tu t'en vas là faire un travail, aider des gens. Puis je suis rentré par la même porte. Et quand elle a refermé dans mon dos, j'ai eu le même frisson. Ben ouais. Le même frisson. Ah, ça doit être comme... Ça m'a ramené un flashback là, terrible. Des PTSD. Puis quand le bruit puis le frisson est arrivé, là, je me suis touché comme ça parce qu'on a une carte dans le cou, tu sais. Là, j'ai touché à ma carte, j'ai dit, OK, je vais ressortir d'ici à 4 heures à soir. Je te comprends, tabarnak. Ah non, c'est... Tu sais, puis c'est des affaires que tu oublies jamais. Jamais. Mais il y a... Tu sais, quand tu traverses des périodes comme ça, il faut qu'il y ait des gens qui soient... Moi, j'essaye d'être ça dans mon travail, là, tu sais. Moi, je dis toujours qu'un intervenant, la seule chose qu'il peut faire, là, c'est qu'on est sur la route des gens, nous autres, pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, des fois. Quand on est chanceux, c'est plusieurs années, là, tu sais. On a le temps de travailler avec la personne. Mais le temps qu'on est sur la route de la personne, là, il faut qu'on soit capable d'être comme une petite lumière sur sa route. Mm-hmm. Puis, quand il va partir, si jamais ça va mal dans sa vie, il va peut-être se retourner de bord puis revoir la petite lumière, le bien que tu lui as apporté. Ça va lui donner comme de l'énergie pour poursuivre sa route. Puis s'accrocher à quelque chose au moins. Et moi, dans ces 5 années-là, il y a quelqu'un qui a été une petite lumière sur ma route. C'était mon agent de libération conditionnelle. Ah, pendant que tu étais en dedans? Oui, pendant que j'étais en dedans. Puis aujourd'hui, ce gars-là, je travaille avec, je donne des formations avec, c'est devenu mon ami. Tu sais, j'aurais jamais cru ça à l'époque, là. Mais ce gars-là a été d'une compassion, d'une écoute, d'une empathie extraordinaire. Quand j'entrais dans son bureau, là, c'est comme, OK, là, je suis en sécurité. Il créait ce sentiment-là. Et ça, j'oublierai jamais. Ce gars-là me sauvait la vie. Fait que tu veux leur donner ça aux autres? Qu'est-ce qui t'a apporté? Tu sais, ce que les gens m'ont donné de bon, tu sais, moi, tu disais au début, là, c'est quasiment une mission que je me suis donnée. Moi, parce que c'est un métier qui est difficile, le métier que je fais, là. C'est pas un métier facile, là, tu sais. Moi, je t'ai vu quand t'es rentré, tu revenais de la job, là. Ouais, tu sais, c'est pas un métier facile, tu sais, puis actuellement, je travaille dans un refuge, personne en situation d'itinérance, là, tu sais. Moi, on se fait insulter à tous les jours. Moi, je me suis fait agresser physiquement 3 ou 4 fois dans les derniers mois. Tu sais, pas des agressions majeures, là, mais tu sais, c'est quand même une agression physique. Là, tu sais, ça brasse. Fait que c'est pas facile, ce milieu-là, là, tu sais. Mais moi, je me dis que j'ai fait quelque chose de terriblement mal dans ma vie. Là. J'ai enlevé la vie à quelqu'un. Puis comment je peux faire pour... J'ai pas trouvé le bon mot, là, parce que c'est pas compenser, réparer, j'ai pas encore trouvé le bon mot, puis peut-être que je le trouverai jamais, là. Mais en faisant ça quotidiennement, là, moi, j'aide des êtres humains à devenir un peu meilleurs. En tout cas, j'essaye à les aider à devenir un peu meilleurs. Puis si je réussis à aider des gens à devenir un peu meilleurs, la société est un petit peu meilleure. Fait que moi, je veux faire ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a plein de monde qui me dit, tu pourrais faire d'autres choses, Daniel. Là, puis c'est vrai, je pourrais faire d'autres choses. Non, je fais ce métier-là avec passion. J'aime ça. Puis j'ai travaillé avec des populations très difficiles, là, mais j'ai toujours aimé ça. J'aime ce que je fais. Moi, je me lève le matin puis je m'en vais travailler, je suis content. Je rentre jamais à reculons sur la job. Des fois, j'ai hâte de partir, mais je rentre jamais à reculons. Oui. Fait que c'est ça, là, tu dis que juste le bruit des portes,
C'est ça, c'est un choc post-traumatique. Oui, puis la prison, ça laisse plein de choses. Puis tu t'en rends pas compte quand t'es dans le quotidien. Parce que, tu sais, la prison, quand tu vis longtemps là-dedans, ben ça devient ton univers. Ça devient ton monde. L'extérieur n'existe pas. Ça devient ta réalité. Parce que l'extérieur, c'est l'extérieur. Tu peux pas y aller. Donc, ta réalité, c'est la prison. Puis, tu sais, il y a des comportements que tu développes en prison à cause de l'environnement de la prison. Puis, ces comportements-là, ben, ils s'en vont pas quand tu sors de la prison, là. Tu les amènes avec toi parce que c'est ça qui t'a construit pendant beaucoup d'années. Puis des exemples très, très simples. Tu sais, quand tu rentres en prison aujourd'hui, là, puis tu sors de prison dans 20 ans, là. OK, tu as un téléphone cellulaire aujourd'hui, là. Dans 20 ans, là, tu trouves plus ton téléphone, tu vas l'appeler, il va venir tout seul, là, tu sais. Ça change très, très vite. Mais la journée que tu rentres en prison, tu es coupé de ça. Là. C'est ça, c'est comme si le temps s'arrête. Le temps s'arrête, ça n'existe plus. Puis la prison, c'est un temps très... tu sais, le terme temps, là, c'est important dans la prison parce que ça gère tout. Tu sais, les autorités, ils gèrent le temps. Le dîner, c'est toujours à la même heure. Le courrier, c'est toujours à la même heure. La sortie à l'extérieur, c'est toujours à la même heure. Le travail, c'est toujours à la même heure. C'est répétitif. Toujours à la même heure. Parce que c'est une gestion du temps. Il faut qu'ils gèrent le temps. Fait que les journées sont toujours pareilles. Puis s'il y a un débalancement dans sa gestion du temps-là, ça crée une crise. Donc, le temps, c'est bien, bien important. Mais quand tu ressors dehors, là, tu sais, en prison, c'est pas aujourd'hui, ça va être demain, puis c'est pas demain, ça va être la semaine prochaine. Tu sais, il y a rien qui presse. On n'est pas pressé, là. Mais quand tu arrives dehors, là, c'est tout pour hier, là. Ça va vite. C'est plus le même rythme de vie. Surtout à Montréal. Oui. Puis, tu sais, en prison, tu es habitué d'être surveillé. Tu es toujours checké. Moi, je me souviens, quand je suis sorti de prison, je prenais les transports en commun, là, puis si quelqu'un me regardait plus que 30 secondes, je me disais, OK, c'est quelqu'un undercover qui me check. J'étais convaincu que je suis constamment surveillé parce que j'ai été surveillé pendant 17 ans. Tu sais, les cartes de guichet automatique n'existaient pas, moi, quand je rentrais en prison. Quand je suis sorti de prison, il fallait une carte de guichet automatique. Puis en prison, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, à un membre du personnel, ils vont toujours se poser la question, est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Ils vont vérifier ce que tu dis parce que tu peux me compter des menteries. Je me souviens, quand je mettais ma carte de guichet dans la machine, je me disais toujours, si la machine se trompe, ils vont croire la machine. Ils ne me croiront pas, moi. Puis ces habitudes-là, c'est long à défaire. Parce que tu vis là-dedans pendant des années. Donc, il faut que tu défasses ça tranquillement. Puis des fois, tu t'en rends même pas compte qu'il y a des choses qui te dérangent. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, je viens de comprendre. Quand j'ai eu mon premier appartement, puis des fois, quand j'étais chez nous, là, à 4 heures de l'après-midi, là, je me sentais pas bien. Puis je comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, en prison, à 4 heures l'après-midi, ils font une compte. T'es enfermé dans ta cellule, puis il y a quelqu'un qui vient voir si t'es en vie. Ça me manquait. Puis quand je me suis rendu compte que ça me manquait, je dis non, faut plus que ça me manque, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est des habitudes qui s'installent dans ta vie, qui sont difficiles à se défaire d'eux. Puis juste parce qu'il faut que tu en prennes conscience. Parce que tant que tu n'en prends pas conscience, mais encore aujourd'hui, si je n'aurais pas réfléchi à ça, je me sentirais mal à 4 heures. Là, tu sais. Mais il faut que tu il faut que tu défasses de ça. C'est long. Là. En retournant en société, c'est pas une job qui est facile. C'est difficile parce que, tu sais, moi, j'avais 35 ans, je sors de prison, j'ai pas de poêle, j'ai pas de frigidaire. Ma vie commence à zéro. Mais il faut que je rattrape le temps perdu. Je me disais ça, moi, quand je vais sortir, je vais rattraper le temps perdu. Jusqu'au jour où j'ai compris que si je commence à rattraper le temps perdu, je vais passer ma vie à rattraper du temps. Donc, il faut que tu arrêtes, tu dis, bon, je pars aujourd'hui, moi, là, tu sais, c'est comme ça, là, tu sais. Puis je laisse faire le passé. Hein? Ben oui, je laisse faire ce que j'ai perdu et c'est fini, là. On s'en va vers là, tu sais. Fait que ça ressemblait à quoi en dedans? Tu sais, c'est ça, tu sais, ta première journée, justement. Parce que, tu sais, moi, juste te dire, moi, ça me terrifie, ça, la prison, là, tu sais. En même temps que, tu sais, avec les films, avec les histoires que j'ai entendues, je trouve ça super intéressant, là, tu sais. Mais c'est de quoi qui me fait extrêmement peur. Là, la prison, tu sais, c'est un lieu, comme je te disais, le temps. C'est un lieu très routinier. Tu sais, moi, j'ai été 7 ans à Archambault, OK? La prison, la première prison où j'ai été incarcéré. Puis pendant 7 ans, à tous les mercredis, je mangeais du pâté chinois. Parce que le mercredi, c'est du pâté chinois. Tu sais, c'est très, très routinier. C'est un milieu qui est un milieu de violence, tu sais, parce qu'il y a 2 camps opposés.
les gardiens et les détenus. OK. Et à l'intérieur des camps opposés, il y a des sous-clans dans ces gangs-là aussi. Autant chez les gardiens que chez les détenus, c'est la même chose des deux bords, là. Donc, c'est un milieu qui est c'est constamment sous tension. La prison, c'est constamment sous tension. Tu sais jamais ce qui va se passer. Tu sais, une prison, là, c'est savoir si c'est dangereux, là. S'il n'y a pas de bruit dans une prison, c'est dangereux. Ah ouais. S'il n'y a pas de bruit, il y a quelque chose qui se prépare ou il y a quelque chose qui est passé. Mhm. Parce qu'une prison, c'est bruyant. Il y a des portes qui rouvrent, qui ferment, il y a du monde qui crie. C'est bruyant, une prison. S'il n'y a pas de bruit, c'est dangereux. Et un des paradoxes de la prison, c'est la cellule. Parce que la cellule, on dit c'est le pire endroit de la Terre. Là. C'est l'endroit où même quand, dans une communauté qu'on appelle la communauté carcérale, quand tu te fais embarrer dans ta cellule, t'es tout seul. T'es plus avec personne, t'es seul. Donc, c'est le pire endroit de la Terre. Là. T'es tout seul dans une salle de bain embarré. Mhm. Mais en même temps, c'est l'endroit le plus sécuritaire dans une prison. Parce que quand t'es embarré dans ta cellule, il n'y a pas de danger. Oui, personne ne peut C'est rentrer. quand la porte à rouvre que c'est dangereux. Mhm. Tu sais, tu vois du monde se faire tuer, tu vois des batailles, tu vois toutes sortes d'affaires, de la Ah ouais, violence. t'as vu Tu vois, ça? ben oui, moi j'ai vu des gars se faire tuer. Là. Tu sais, tu vois de la violence, là, tu sais, c'est pas le fun une prison. Là. Tu sais, une prison sécurité maximale, là, il y a des armes, il y a tout, là, tu sais, les gardiens ils vont tirer, là, tu sais, puis ça arrive qu'ils tirent, là, des fois il faut qu'ils le fassent, là, c'est leur travail, là, tu sais. Mais c'est des milieux extrêmement dangereux, stressants, dysfonctionnels. Une prison, c'est dysfonctionnel parce que c'est du monde qui sont là, qui sont dysfonctionnels. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxico, tout dans une prison. Là. Toi, à 18 ans, un jeune homme, ils ont dû te regarder comme le petit jeune, on va profiter de lui ou quoi. Ouais, de ben même? ça, c'est un peu un mythe, là, tu sais. Je te dirais que moi, quand j'étais arrivé en prison dans les années 80, là, c'était plus toléré ce genre de comportement-là Ok. en détenu, là, tu sais. Moi, j'ai jamais vraiment entendu parler d'abus sexuels, là. C'était consentant, là, quand il y avait des trucs. Mais ça s'est déjà passé dans le passé, là. Mais c'est sûr que, tu sais, dans une prison, quand t'es faible, quand tu connais pas le milieu, t'es une proie potentielle. Ben Parce que oui, c'est ça. T'es le petit mouton avec les loups, là, tu sais. Puis Tu sais, toi, tu viens pas d'un milieu criminel, là. Tu sais, la prison, moi, je dis qu'il y a deux façons de passer à travers une sentence de prison. La première, c'est d'être fort. Si t'es fort, ils vont avoir peur de toi, puis s'ils ont pas peur, tu leur colles une bonne volée. Genre le mâle alpha, là. C'est ça. Ou l'autre option, c'est d'être moyennement intelligent, qui va te permettre de passer à travers ces situations-là, ces vagues-là, sans faire trop de bruit. Puis Profil bas. Profil bas, tu te faufiles, puis tu t'en sors pas trop amoché. Mais si t'es pas fort, puis t'es pas intelligent, tu vas te faire manger. Ils vont vouloir profiter de toi. Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr. Ben, tu sais, en prison, t'as rien. Fait que, si l'autre a quelque chose, tu vas le convoiter. Là, Mhm. c'est comme ça. Là, c'est comme un pays pauvre, une prison. Là, on n'a rien. Fait que si l'autre est plus riche, ben, tu vas le convoiter. T'as dit dans un article que la meilleure façon de passer à travers, c'est de faire profil bas, puis aussi d'être assez intelligent pour pas te mettre dans des situations à risque. Mais comment tu fais pour les prévoir ou savoir? Tu t'éloignes du trouble, tu l'apprends assez vite, ça. Tu l'apprends vite. Tu sais, en prison, là, si t'empruntes de l'argent, remets-la. Si t'achètes de la drogue, paye-la. Tu sais, il n'y a pas de niaisage là, en prison. Là, moi, j'ai vu un gars se faire tuer à l'établissement Archambault. On a su après pourquoi il s'est fait tuer. À l'époque, un paquet de cigarettes, ça coûtait 65 cents au pénitencier, OK? Et c'était le soir de la cantine, puis il n'a pas voulu payer, le gars, il devait 2 paquets de cigarettes. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer pour 1,40 $. Quand tu vois ça, tu dis, OK, la vie vaut rien ici. Mm. Tu sais, c'est des milieux extrêmement, c'est dysfonctionnel, c'est pas des beaux milieux. Par contre, tu sais, moi, j'ai vécu autant des moments de grande détresse en prison, mais j'ai vécu des moments de grand bonheur aussi. OK. Parce que, tu sais, t'es un être humain, tu continues à vivre, là, tu as des expériences. Tu sais, j'ai eu des amis, moi, en prison, avec qui j'ai eu du fun, avec qui j'ai évolué, tu sais, une solidarité dans le sport, dans toutes sortes d'affaires. Donc, il y a des beaux moments aussi. C'est pas juste noir, là, tu sais, parce qu'on vit là-dedans aussi. Ben là, oui. tu sais. Des fois, il faut se donner un petit break, Mhm. puis rire, là, tu sais. Y en a-tu qui t'ont testé ou... Non, moi, j'ai jamais... Moi, je me tenais loin Ok. des troubles. C'est ça, si tu te tiens loin de ça. C'est ça.
Tu te mêles de tes affaires. Tu te mêles de tes affaires, tu fais profil bas. Généralement, tu t'en sors pas trop poqué. OK. Tu sais, les programmes en dedans, parce que tu dis qu'est-ce que je lisais, c'est que tu as été à l'école en dedans. Ouais, moi, j'étais inscrit en théâtre à Lionel Groux. Mais je suis pas allé. Je suis allé à une autre école. Fait qu'il y avait un programme collégial à l'époque. Donc, tu peux faire un DEC en sciences humaines. Fait que j'ai fait mon DEC en sciences humaines. Puis ça a été vraiment un espace très, très sain pour moi. Parce que quand j'allais à l'école... ça te fait oublier. J'étais plus en prison. Ouais, j'étais à l'école. Puis tu sais, le prof, il venait de l'extérieur, donc c'était quelqu'un de dehors qui venait nous donner des cours, tu sais, puis après ça, j'ai fait, il y avait un programme à Archambault, quand j'ai fini mon DEC, il y avait un programme, c'est un programme de l'Université de Montréal, il donnait un certificat en culturalisation avec la FEP, la Faculté d'éducation permanente, ça fait que je me suis inscrit. J'ai fait mon certificat, puis après ça, j'ai réussi à m'inscrire pour faire une maîtrise, une majeure en théologie. Fait que j'ai fait c'est quoi la théologie? La théologie, c'est la science de Dieu. OK. Donc, quand tu t'inscris en théologie, on te demande toujours c'est quoi ton projet. Parce qu'il faut que tu aies un projet, tu veux faire quoi avec ça? Tu sais, parce que ouais, c'est tu ça. t'engages pas chez Métro avec un bac en théologie. Je veux dire. Et moi, mon projet, c'était que quand je sortirais de prison, j'irais m'enfermer dans un monastère toute ma vie pour prier pour l'humanité. Ah ouais. C'était ça mon projet. Moi. T'es-tu quelqu'un de croyant? Oui, je suis un gars croyant. Je suis pas devenu moine, mais je suis quand même quelqu'un de croyant, là. Puis c'est ça mon projet, moi. Parce que j'avais l'impression qu'en faisant ça, j'allais aider l'humanité en faisant ça. Ouais. C'était ça mon projet. Ah, ça, faut que tu y crois. Ouais, c'est ça. Mon projet a évolué et a changé en cours de route. C'est un aide plus concret. Ouais, c'est ça. OK. Puis, fait que, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de ça, t'as des relations avec des détenus. C'est ça, là, c'était pas... faut que tu fasses attention à qu'est-ce que tu fais tant que ça. Là. C'est juste, tu te mêles de tes affaires, puis ça va bien aller. Puis, tu sais, quand on parle des... Puis, je mets un gros guillemet avec du gras, là, tu sais, des détenus, là, tu sais. On oublie toujours une affaire. Ces gens-là, ils viennent de où? C'est nos voisins, c'est les gens qui vivent dans nos communautés. Ouais. Ils vivent avec nous autres, ils vont en prison, puis après, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont revenir, vivre avec nous autres. On oublie souvent cet aspect-là quand on parle des gens incarcérés, des détenus. Tu sais, on voit juste le gars ou la fille qui a fait un crime. On voit pas tout ce qu'il est à part ça. Tu sais, moi, j'ai connu des gars en prison qui étaient des très, très bonnes personnes. Ils avaient fait une erreur, ils avaient commis un crime, mais ça reste quand même des bonnes personnes. Est-ce que, c'est ça, les programmes, est-ce qu'il y a des bons programmes qui aident? Oui, il y a des programmes, puis je pense que ça aide, mais tu sais, un programme... C'est efficace? L'efficacité des programmes, c'est une grande question philosophique, ça. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire à quelqu'un, OK, t'as un problème de violence, on va te faire ça un programme sur la violence. Puis là, t'arrives dans c'est des groupes, généralement, là. Puis là, t'arrives là, puis là, tu fais le programme. Le but du programme, c'est que tu passes le programme. Donc, que tu fasses les travaux, que tu aies de la note, puis que tu passes avec succès. Que tu fasses une réflexion. Mais ça, c'est facile à faire. Parce que tu peux jouer la game du gars qui veut le faire. L'efficacité d'un programme, on va le voir dans le très long terme si ça a fonctionné. Donc, il faut qu'il y en ait des programmes. Parce que, tu sais, je prends toujours cet exemple-là, tu sais. On prend Jean, il a commis un crime, on le met 5 ans en prison. Puis Michel, il a commis un crime, puis on le met 5 ans en prison. Lui avec. Mais Jean, lui, c'est un écœurant, parce qu'il a commis un crime. Fait que là, on le met en prison, on lui donne pas d'aide, on l'aide pas de suivi, pas de psychologue, rien. Puis en bonus, on lui donne un petit coup de fouet à tous les soirs parce qu'il a été méchant. Puis Michel, lui, on le met en prison, on lui offre du soutien psychologique, on lui donne des programmes, on l'accompagne dans sa sentence, dans son processus où il va réinsérer la société. La question fondamentale qu'il faut que les gens se posent, c'est pas si la méthode de Jean ou de Michel est bonne, c'est lequel qu'on veut comme voisin. Parce qu'ils vont revenir dans nos rues. Tu sais, c'est bien beau vouloir se venger, mais la vengeance, là, c'est pas un synonyme de justice. Puis la vengeance, ça apporte rien. Ça apporte une satisfaction sur le coup, mais à long terme, ça donne quoi? Tu
Ça fait juste renforcer le sentiment de méchanceté chez les gens chez qui on va se venger. Ça donne absolument rien. Tu sais, il faut arrêter de penser. C'est sûr que, tu sais, un crime, c'est laid, puis c'est pas beau, puis c'est pas acceptable. Mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené la personne là. Puis de déconstruire avec elle le chemin qui a fait qu'il s'est rendu là. Puis si on réussit à faire ça, cette personne-là, elle commettra plus de crime. Puis le but de la prison, moi, je pense que c'est ça. C'est que si on met les gens en prison, il faut que quand ils vont sortir de prison, ils commettent plus de crimes. Parce que si c'est pas ça le but, bon, on dépense beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Le budget du Service correctionnel du Canada, là, c'est plus de 3,5 milliards de dollars par année. C'est beaucoup d'argent. Moi, j'ai reçu quelqu'un sur le podcast qui me disait que il y avait pas grand-chose pour les détenus, puis que quand ils sont là, c'est quasiment... c'est un gouffre, puis là, ils sont tout le temps constamment poignés à revenir, puis il n'y avait pas de programme. Il faut faire une distinction, parce qu'au Québec, il y a 2 systèmes correctionnels. Il y a le système correctionnel provincial, des prisons. 2 ans moins un jour. C'est ça, puis il y a le système fédéral des pénitenciers. Dans les pénitenciers, les gens vont être incarcérés plus longtemps. Donc, tu as plus le temps de travailler avec eux. Provincial, là, au Québec, là, la moyenne d'incarcération quand on sentence quelqu'un, c'est 3 mois. OK. En 3 mois, là, t'as de la misère à te souvenir de son nom. T'as pas le temps de rien faire en 3 mois avec quelqu'un. Tu sais, entreprendre une démarche, là... juste un toxicomane, il a même pas le temps de dégeler. Ben non, il dégèle même pas. Tu sais, t'as pas le temps de rien faire en 3 mois. Là. Fait que c'est sûr que la prison provinciale, malheureusement, c'est comme une roue. Tu sais, tu rentres, tu sors, tu rentres... D'ailleurs, moi, je travaille en itinérance, puis écoute, le taux de personnes en situation d'itinérance qui ont des dossiers criminels qui ont été incarcérés au provincial est faramineux, là. Tu sais, ils sont dans la rue, commettent des crimes, se font arrêter par la police, s'en vont en prison, 2-3 mois, sortent de prison, retournent dans la rue, se font arrêter, retournent en prison, retournent dans la rue, retournent en prison, retournent dans la rue. Ça dure pendant des années comme ça. Tu sais, il n'y a pas... En 3 mois, tu peux pas sortir quelqu'un de sa toxicomanie, sortir quelqu'un de ses comportements de violence. C'est juste une punition bête et méchante. Là. Au fédéral, il y a des programmes, il y a de l'accompagnement, puis il y a un suivi après ça en libération conditionnelle qui est beaucoup plus serré que le suivi provincial. Mais le problème de ces systèmes-là, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Là, moi, je donnais une formation il n'y a pas longtemps, puis il y avait quelqu'un qui travaillait au provincial. Puis son travail à cette dame-là, c'était d'évaluer les gars pour les libérations conditionnelles. Puis elle me disait, écoute, Daniel, moi, j'ai ça, des pets de dossiers sur mon bureau, là. Puis il faut que je les évalue. Des fois, j'ai même pas le temps de les rencontrer. Comment tu vas évaluer quelqu'un pour une possible libération conditionnelle sans même pas lui parler? Fait qu'il manque d'effectifs. Le dossier. Ben oui, il manque de monde, il y a trop d'ouvrages. Puis tu sais, c'est pas des milieux où c'est facile de travailler. C'est des jobs qui sont... Ben, le monde qui le font, ils aiment ça, là. Mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour aider. Puis en 3 mois, il faut que tu fasses ces affaires vite, là, tu sais. Fait qu'il y a des différences à apporter, là. C'est sûr que les prisons provinciales, ouais, c'est pas terrible, là. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits. Il y a certaines choses qui sont faites, qui sont des bonnes choses. Mais le malheur, c'est le temps. Avec peu de temps, tu peux faire peu de choses. Mais c'est quoi qu'il faudrait qu'il soit fait? C'est qu'il y ait des maisons. Parce que là, moi, de ce que je comprenais, c'est qu'il y a de moins en moins de maisons de désintox ou... Ben, tu sais, l'enjeu parce que, tu sais, tous ces organismes-là là, qui font de la désintox, les maisons de transition, tu sais, les maisons qui donnent des programmes d'aide pour les hommes violents, ces affaires-là. Fait que le communautaire. C'est tous des organismes communautaires. Puis moi, dans le communautaire, là, tu deviens un quêteux à cravate. Tu sais, le communautaire, l'enjeu, là, c'est l'argent. Faut toujours que tu ailles chercher de l'argent. Fait que juste cet aspect-là du travail des organismes communautaires prend beaucoup d'énergie. Parce que ils vont te financer pour 2 ans. Après 1 an, il faut que tu commences à penser qu'est-ce qui va arriver dans 1 an, parce que j'aurai plus d'argent à payer mon staff. Je peux pas lui donner des salaires. Tu peux pas te concentrer à aider à faire ça. Non, il faut que tu ailles chercher de l'argent. Donc, c'est constamment cet enjeu-là qui est là. Puis dans le communautaire, tu sais, les gens qui travaillent dans le communautaire, là, puis je dis pas ça pour moi, là, pour prêcher pour ma paroisse, là, mais les gens qui travaillent dans le communautaire, ils le font parce qu'ils ont la conviction de faire quelque chose. Mais les gens dans l'argent, là. Le problème, c'est ça, c'est que les gens dans le communautaire, là, travaillent pas mal plus fort que les gens dans les réseaux publics. Puis ils sont payés pas mal moins cher.
C'est pas juste. Parce que, écoute, moi, là, en itinérance, là, des fois, les gens, ils sont garochés chez nous par le réseau. Ils ont plus de moyens que nous autres. Ils ont plus d'argent, plus d'effectifs. Oh non, il y a un lit, un toit sur la tête. 3 repas par jour, il est correct. Et c'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un, là, en l'envoyant dans la rue, là. Puis, tu sais, le communautaire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On est constamment débordé. On est souvent en gestion de crise. Fait que, tu sais, moi, je veux bien, là, tu sais, moi, je fais des suivis psychosociaux, là. Je veux bien, là. Mais si je donne 3 rendez-vous, là, lundi, là, puis j'arrive le lundi matin, là, puis ça pète là. Puis un coup que ça s'est réglé, ça repète à une autre place, puis ça repète là. Faut que j'y aille aider mes confrères de travail. J'aurais pas le temps de faire mes entrevues cette journée-là. J'aurais pas le temps de faire le travail pour lequel je suis payé. Parce qu'il faut que j'aille faire d'autres choses qui font partie de ma job. Mais il faut que je le fasse aussi. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé en pleine entrevue avec quelqu'un. Il y a un cadre sur la radio, on a des codes, là, tu sais. Je me suis sorti de la salle d'entrevue, puis je suis parti à courir. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en danger. L'entrevue, là, je suis revenu 1 heure plus tard. Le gars était parti prendre une marche, là, tu sais. Ben oui. Il est revenu une semaine après. Tu sais, c'est tous ces enjeux-là que des fois, les gens se disent « Ah, vous faites pas grand-chose. Ben, » Non, moi, je pense que j'en fais pas mal. Mais tu sais, c'est tout l'enjeu. Dans le communautaire, c'est l'argent. Regarde, là, on entend parler là, cette semaine, là, les banques alimentaires là, qui avaient demandé, je pense, 25 millions. Là, ils en ont eu 18. Là, ben, il va falloir qu'ils coupent les tomates en 4, puis il va falloir qu'ils fassent ce qu'ils ont. Là, on n'a pas d'argent. Là, mais c'est parce qu'en même temps, quelqu'un qui rentre constamment dans cette spirale-là du provincial, dans la rue, fait un crime, rentre en prison, c'est sûr que ça coûte extrêmement cher. Ben oui, parce que cette personne-là est constamment aux frais de l'État. Pendant qu'il est en prison, c'est l'État qui paye, puis dehors, il est sur l'aide sociale. C'est ça, puis au lieu d'être quelqu'un de productif dans la société... Ben, il est sur l'aide sociale, puis de temps en temps, il va en prison, puis de temps en temps, il ressort, puis de temps en temps, il est en prison, puis ça coûte excessivement cher, ça. Tu sais, c'est comme les gens, là, tu sais, les gens de la rue, là, qui accumulent les contraventions, là. Tu sais, le gars, moi, j'ai vu des gars avec 25 000 piastres d'étiquette, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Il ne pourra jamais payer ça. Puis la solution, ben... on va l'envoyer devant un juge, puis on va dire qu'on a 6 mois de prison. On est perdant quand on fait ça. On n'a pas le 25 000. Puis en plus, ça nous coûte, pour le garder pendant 6 mois. Ça nous coûte plus cher que qu'est-ce qu'il nous doit. C'est complètement ridicule comme solution. C'est pas en faisant ça qu'on règle le problème. Puis ça fonctionne pas. Puis ça marche pas, mais tu sais, le système est comme ça. Puis tu sais, le policier qui donne la contravention, lui, il fait sa job. Puis il a raison de la donner. Mais, puis lui, le policier, t'as payé ou t'as payé pas, t'arrangeras, là, tu sais, il faut que t'as payé. Je donne une contravention, il faut que t'as payé. Fait que, tu sais, c'est un cercle vicieux. Fait que, tu sais, puis tu sais, essayer que ça marche mieux, c'est ça. Et tu sais, c'est pas juste la police, il faut parler de la prison, le gouvernement, trouver des solutions, trouver de l'argent pour mettre des programmes en place pour aider ces gens-là. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Ça a été quoi le plus dur en prison? Le plus dur en prison, c'est l'impuissance. T'es complètement impuissant. Tu décides de rien. Puis on te dépersonnalise. Moi, pendant des années, là, mon nom, c'était 9834 Benson. Parce que c'était mon numéro de matricule. Donc, je suis devenu 9834. La dépersonnalisation, je pense que c'est la pire chose. Puis, tu sais, des fois, tu dis la vie, tu sais, il y a des drôles d'anecdotes dans la vie. Moi, mon numéro, quand je rentre en prison, c'est 9834. À ça, c'est les numéros à 6 chiffres, là, c'est le numéro d'emprunt digital qu'ils nous donnent. Je le connais par cœur, celui-là aussi. Puis, quand j'ai fait installer le téléphone chez nous, là, écoute, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, il court après moi. Mon numéro de téléphone, il finit par 9834. Ah ouais? Ouais. Mon chum m'a dit ça, il dit, veux-tu qu'on change? Non, c'est correct. Je vais m'en souvenir. Je n'oublierai pas mon numéro de téléphone. Mais ça, je te dirais la dépersonnalisation. Parce que tu deviens un matricule, tu deviens un crime, tu as l'impression de ne plus être toi-même. Tu t'es senti déshumanisé. Oui, parce que tu deviens un cas. C'est une gestion de cas qu'on fait. On va rencontrer ce monsieur-là pour faire une rencontre de cas. C'est un cas. Tu deviens un cas.
Tout à l'heure, je t'ai parlé de ta relation avec les autres détenus, mais ta relation avec les agents correctionnels, ça ressemblait à quoi, ça? Les agents correctionnels, c'est comme les infirmières. Il y en a des merveilleux, puis il y en a des pourris. Ah ouais? C'est la même chose. Dans tous les métiers, c'est comme ça, tu sais. Moi, il y a des agents correctionnels avec qui j'ai eu de très belles relations. Il y en a d'autres, ça a été un peu plus mal. Puis au début, tu sais, on parle pas dans un maximum. Il y a pas beaucoup de relations entre détenus puis gardiens. Dans un maximum, c'est vraiment coupé au couteau, là. C'est deux clans séparés. En médium, en minimum, il y a plus d'interactions, là, tu sais. Mais en maximum, il y en a presque pas. Puis quand tu dis maximum, c'est toujours au pénitencier, genre? Oui, pénitencier. Les pénitenciers, il y a 4 niveaux de sécurité dans les pénitenciers. Il y a maximum, médium, minimal, puis il y a super maximum. Donc, dans un maximum, tu sais, c'est les contraintes sécuritaires qui sont très, très élevées parce que c'est des gens qui sont dangereux, qui sont extrêmement dangereux, qui sont évalués comme dangereux. Dans un médium, ben, les gens sont évalués comme étant moins dangereux, tu sais, dans le processus de la sentence. Mm-hmm. Donc, tu sais, les structures sont pas les mêmes. Tu sais, un pénitencier à sécurité maximale, il y a des portes partout, les portes sont toujours barrées. Dans un médium, il y a moins de portes, ils sont pas toujours barrés. Plus de laisser aller. Dans un minimum, il y en a encore plus. Tu sais, dans un minimum, là, ici, là, au Québec, là, il n'y a pas de clôture. Ah ouais? Tu sais, le monde va dire, non, le pénitencier, pas de clôture, ils vont se sauver. Non, personne ne se sauve. Mais il n'y a pas de clôture. Parce qu'il évalue que la personne, dans son processus, qui s'en va dans un minimum, il est rendu là. Puis quand tu es rendu là, c'est que tu es proche d'une libération conditionnelle. Donc, si tu t'en vas, ben, ça va retarder, tu vas retourner dans un médium. Tu sais, c'est un système où tu peux monter puis descendre de niveau de sécurité, là. Toi, tu t'es-tu ramassé au maximum? Moi, la première prison, ça a été un maximum. Parce que c'était la loi qui était comme ça. Même aujourd'hui, la loi prévoit ça. Tu es condamné à la prison à vie ou à l'emprisonnement à perpétuité. Il faut que tu fasses minimalement 2 ans d'établissement maximum. Ben, c'est le plus haut crime au Canada. C'est la loi, c'est ça. Puis puis c'est pas rien que ça, c'est au niveau de la gestion de la sentence. Tu sais, si t'envoies quelqu'un rapidement dans un minimum, puis il reste 20 ans de prison à faire, il va trouver ça long, parce que dans un minimum, tout le monde sort. Il y a des gars qui partent le matin, ils vont travailler, ils reviennent le soir. Lui, il peut pas parce qu'il reste trop de temps à faire. Donc, c'est tout au niveau de la gestion de la sentence. Là. Fait que tu y vas par étapes. Là. OK. Puis toi, c'est ça, t'as été combien Moi, j'ai fait de temps, du là? maximum. J'ai fait 7 ans à Archambault, dans un établissement de sécurité maximale. Après ça, j'ai été transféré dans un médium, qui était le Centre fédéral de formation à Laval. Et pendant que j'étais là, le pénitencier a baissé le niveau de sécurité. Donc, ils l'ont transformé en minimum. Ils m'ont gardé là. Puis j'ai terminé ma sentence dans un vrai minimum, là. Pas de clôture, rien, là, dans la région de Laval. Puis c'est quoi qui te faisait garder espoir? Tu sais, tu disais au début là, que tu pensais peut-être à te pendre. Ouais, ou, au début, t'en as pas d'espoir. Là, tu sais, t'en as pas. Mais tu sais, les années passent. Tu sais, moi, je suis toujours que moi, ils ont réussi à me garder en vie. Là, tu sais, je suis pas passé à l'acte. Là, tu sais. Donc, tu sais, les années passent. Puis là, tu pars de cet enfer-là qui a duré 7 ans, puis là, tu te retrouves dans un médium, puis là, tu sais, les relations avec les gardiens, ils sont différentes, ça évolue, tu vois du monde qui ont des libérations conditionnelles, qui sortent de prison, tu sais, qui ont fait des fois 20 ans de prison, OK, c'est vrai qu'on peut sortir, tu sais, l'espoir prend plus d'ampleur, puis là, ça t'aide à poursuivre ta route, là, tu sais, mais... Puis sans espoir, ben c'est fini. Là. Tu vis plus. Il y en a plus. Il faut susciter l'espoir. Il faut que le système soit capable de susciter ça chez la personne. Quand tu prends tes... genre, tu rentres dans des programmes, tu sais, que tu parlais d'aller à l'école, tout ça. Comment c'est vu par les autres détenus? Est-ce que c'est vu comme... genre, t'es un faible ou... Non, ben ça, tu sais, c'est comme dans la société. Il y en a qui disent, ceux qui vont à l'université pendant 20 ans, c'est pas une gang qui a une crise de cave, ils devraient être plombiers, ils feraient bien de cash. Mais ça, c'est comme dans la société, tu sais. Il y en a qui disent, ça donne rien d'aller à l'école, là, tu sais, puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est correct d'aller à l'école. Là, c'est le même, tu sais, le jugement qu'on porte sur toi, sur les choix que tu fais en prison, ça ressemble à dehors. Là. Les gens vont te juger sur tes choix que tu fais et ce que tu fais dans la vie. Là. Mais ils vont pas vouloir te battre à cause non, de ben ça. non, ben non, ben non, ben non, non. Puis moi, je me souviens, une fois, j'étais dans ma cellule, j'étais à Archambault. J'avais commencé mon bac. Puis
J'étais dans ma cellule, puis il y avait plein de livres sur mon lit, là, tu sais, c'est pas gros une cellule, fait que ça a plein de livres. Puis il y a un gars qui a passé devant ma cellule, puis qui m'a dit « Tu penses-tu que ça va te sortir de prison plus vite? » Puis j'avais répondu « Non, ça me sort de prison à soir. » Parce que pendant que j'étais là-dedans, j'étais plus en prison. Mhm. C'est une façon pour moi de sortir virtuellement de la prison. Ouais. J'étais plus là, j'étais ailleurs. Nelson Mandela, il disait des choses un peu de même. Là, Ah, tu mon sais. Dieu, ben, compare-moi pas Nelson Mandela, je Non. vais rougir. Non, mais il disait ça, tu sais, que la prison, c'est un peu un état d'esprit. Là, tu sais, si t'es dans ta tête, puis Oui. tu t'évades dans ta tête, Ouais. mais t'es jamais enfermé. Tu sais. Non, c'est ça, c'est pas, tu sais, l'évasion, tu sais, moi, je me souviens à Archambault, là, ma fenêtre de cellule, j'étais dans la même cellule pendant 7 ans. Puis ma fenêtre de cellule donnait sur une petite butte, là, il y avait comme une petite butte, puis il y avait un petit bâtiment administratif. Puis il y avait un arbre. Puis j'ai vu cet arbre-là pousser pendant 7 ans. Ah ouais. Ouais. Puis c'était de quoi que t'aimais, ça? Ben Tu oui, t'accrochais parce un que peu c'était à quelque ça. chose qui était vivant, qui évoluait devant moi, là, tu sais, qui était pas gris comme la prison, là. C'était la vraie vie, ça. Ouais. Ouais. Ah, Toujours c'est me fou souvenir, pareil, cette image-là, je l'ai encore dans ma Ben tête. oui, tu sais, nous autres, là, un arbre, on s'en Il y a plein calisse. d'arbres, là, tu sais, une acide d'arbre va Ben, faire toi, ramasser les pour feuilles toi, encore. Ouais, c'est ça. Toi, Mais cette ça... arbre-là, moi, c'était la vie, là. Ouais. C'était la liberté, c'était ça, là. Mhm. Fait que la relation avec les agents correctionnels, il y en a qui c'était correct. Ouais. Il y en a qui c'était... Ben, il y en a, c'était ça au sous. C'est comme C'était la de vie, la ça, merde. tu sais. Il y a des Ouais. voisins qu'on aime, il y en a d'autres qu'on n'aime pas, là, tu sais. On s'en sortira jamais. On est des êtres humains, c'est des relations humaines. Mais est-ce que t'as déjà vu des agents correctionnels tu sais, faire de quoi de méchant, faire de quoi de... Ben oui. Ouais. Ben oui. Ben oui. C'est des milieux comme ça. Ouais. Tu sais, c'est pas des milieux roses où tout le monde s'aime. Là, tu sais. Il se passe des affaires pas belles, puis il se passe des affaires pas belles des deux côtés. Mhm. Puis ça, comment que c'est vu à l'interne entre eux autres? Est-ce que, tu sais, ça se fait comme caché ou il y en a qui font comme, ah ben, gars, lui fait ses affaires, puis... Tu sais, moi, le monsieur que je te parlais, là, qui a été mon premier agent de libération conditionnelle, il enseigne à l'université en criminaux. Mhm. Puis on a donné un cours ensemble il y a quelques années. Puis on était supposé avoir un invité un matin. Puis l'invité se présente pas. Fait que là, il faut qu'on meuble le temps. Puis c'était un cours de maîtrise. Ça fait que, tu sais, il y avait une quinzaine d'étudiants. Fait que Daniel, il dit, on va commencer par une petite scénette. Il dit, je vais vous expliquer quelque chose, je vais sortir, puis on va le faire. Tu sais. Mais moi, il me dit rien. Tu sais. Il explique ça aux élèves. Il dit, là, on va vous montrer là, un exemple, là, comment ça se passe en milieu correctionnel. Il dit, Daniel, lui, c'est le vieux gardien, là, qui a bien de la date. Là. Puis moi, je suis le jeune officier qui arrive pour sa première journée. Puis lui, il m'accueille dans mon milieu de travail. Puis là, il sort de la classe. Là, moi, il faut que j'improvise. Fait que là, il rentre dans la classe, il se présente. J'ai OK, le jeune, toi, t'es nouveau ici, là. Là, on va te montrer, nous autres, comment ça marche, cet matin, là. Puis t'es mieux de te faire aligner comme nous autres, parce qu'on va te péter tes acides tailleurs dans le parking. Il regarde les étudiants, il dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais. Tu sais, c'est des milieux fermés, c'est des milieux très... Tu sais, les gardiens de prison sont amis avec des gardiens de prison. Les policiers sont amis avec des policiers. Les pompiers sont amis avec des pompiers. Tous ces milieux-là, là, tu sais, où les gens ont des métiers qui sont potentiellement dangereux, où leur vie est en danger, ben ils vont se souder ensemble. Parce que se souder ensemble, ils se protègent comme ça. Puis c'est tout à fait normal, là, c'est humain de faire ça. Fait que c'est comme... Puis tu sais, le nouveau gardien qui arrive dans un milieu correctionnel, ben s'il tombe avec une gang de gardiens qui sont un peu pour insertion sociale, là, tu sais, qui sont un peu plus avant-gardistes, mais il va devenir comme ça. Mais s'il tombe sur une gang de rétrogrades, on va dire, ben il va devenir rétrograde lui avec. Puis dans tous les milieux de travail, c'est comme ça, là, tu sais. Ça dépend dans quelle équipe de travail tu tombes. Tu vas te mouler à l'équipe parce que c'est comme ça que ça marche. Là, tu sais. Tu veux faire partie prenante du groupe, tu veux être accepté par le groupe. C'est dans tous les milieux, c'est comme ça. Est-ce que c'est encore de même aujourd'hui? Ben oui. Ah ouais. Ben oui. Tu sais, ces milieux-là, malheureusement, n'évoluent pas rapidement. C'est sûr que, tu sais, moi, ce que je remarque, là, parce que je collabore avec des professeurs dans des cours de criminologie, surtout là, à l'université, puis ce que je remarque, c'est que, tu sais, la société évolue. Puis socialement, aujourd'hui, on est une société qui
un petit peu à droite. Tu sais. Les années Harper ont laissé leur marque. Là, Puis tu sais, on le voit dans le monde entier. Notre ami Donald Trump, tout ça, tu sais, les gens de la droite, là, pur et dur, tough on crime. Mais tu sais, les jeunes qui étudient, il y en a qui sont dans cette mouvance-là. Là. Puis tu l'entends chez les étudiants. Fait que tu sais qu'est-ce qui s'en va dans ce milieu-là, puis la personne, elle emmène ses valeurs avec elle. Même si elle n'est pas là pour promouvoir des valeurs personnelles, mais ces valeurs-là sont en dedans d'elle. Ça fait que ces gens-là qui sont plus sur l'approche tough on crime, ben ils vont être plus sévères un peu avec les délinquants. Ceux qui sont pas dans cette approche-là vont avoir une attitude moins sévère. Tu sais, c'est pas un milieu où, tu sais, tout le monde fait le même travail sur les mêmes bases, mais quand on travaille avec des humains, on apporte notre couleur personnelle. Puis, tu sais, on peut regarder un dossier puis voir des choses très négatives, puis on peut regarder un dossier puis voir des choses très positives. Ça dépend à quel bout que tu lis, là, tu sais. Fait que c'est les gens qui apportent cette couleur-là. Là. Ça me fait penser à quand tu parles de ça que, tu sais, je me demande qu'est-ce que tu penses de la loi, je pense que c'était C15 ou de quoi de même. C'est que, dans le fond, il dit vu qu'il y a une surreprésentation de personnes noires puis autochtones, ben, tu sais, ils veulent, je pense, avoir plus de remises en liberté rapidement. Ben, écoute, ça, c'est une situation qui est... C'est terrible, la situation des Autochtones dans les pénitentiaires. Je vais parler des Autochtones surtout. Là. Tu sais, les Autochtones représentent 3 à 4 % de la population canadienne. Ils représentent, je pense, c'est 10-15 % de la population carcérale. C'est pas normal, cette disproportion-là. Et quelque part, cette disproportion-là, c'est nous qui l'avons créée. Avec toute la façon dont on a traité les Autochtones durant les siècles passés, les pensionnats autochtones, tout ça. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec des Autochtones, hein, puis ce qui m'a toujours fasciné, c'est à quel point ces peuples-là, les souffrances qu'ils ont vécues, se transmettent de façon intergénérationnelle. Donc, tu sais, la colère. La colère, tu sais, les abus qu'ils ont vécu dans les pensionnats. Tu rencontres des jeunes autochtones de 20 ans, puis ils vont te parler de ça. Ils n'ont pas vécu ça, eux autres. Mais leurs parents, leurs grands-parents l'ont vécu. Et ils ont transmis ça dans leur histoire familiale. Donc, ça s'est transmis. C'est pas normal qu'il y ait autant d'Autochtones dans nos prisons. Tu sais, il y a des études qui le prouvent, là. Un Blanc puis un Autochtone. Même crime, même circonstance, l'Autochtone a une sentence plus sévère. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est un Autochtone. Mais ce serait pas justement là le problème? Ben... Et non... Ben, tu sais, Parce que moi, quand j'ai reçu des policiers, mettons, eux autres, qu'est-ce qu'ils me disaient, c'était que il faut aller à la source dans le sens que faut investir de l'argent dans le communautaire, puis dans, tu sais, pour les encadrer, pour justement pas les perdre. Pour pas qu'ils s'en aillent, là. Au lieu de remettre le loup dans la bergerie. Mais on en parlait il y a pas longtemps, là, tu sais. Ça prend de l'argent pour faire ça. Ouais. Ça prend de l'argent, ça prend du monde pour le faire aussi. Puis tu sais, c'est pas les jobs les plus drôles au monde, là, tu sais. Non. Tu sors de la journée de travail, t'es fatigué, là, tu sais. Moi, j'ai travaillé avec des Autochtones en situation d'itinérance, là. C'est lourd. Ils ont des problématiques, ils ont des vécus extrêmement lourds. Tu sais, faut que tu sois fort pour faire ça, là, parce que t'accueilles ça, toi, quand t'interviens avec eux autres. Tu sais, tu reçois juste de la marde. Tu sais, c'est juste du méchant que tu reçois. Faut que tu essaies de trouver quelque part une lueur à l'intérieur pour le faire rejaillir. Mais c'est du travail faire ça. Là. Ouais, ça doit être pesant. Ouais. Ben, il faut que tu aimes ça. Tu sais, moi, je pense que quand on travaille dans ces milieux-là, il faut profondément aimer l'être humain. Là, parce que moi, je me dis tout le temps, en arrière de chaque homme que j'ai accompagné, de chaque femme que j'ai accompagnée, j'ai toujours eu cette vision-là quand je la regardais. Je la regarde, là, puis je me dis, oh mon Dieu, un jour, lui, il était un beau petit bébé qui sentait bon. Okay, ça te ramène à quelque chose de plus positif. Il n'est pas juste l'être tout croche que j'ai devant moi. Il a été un petit bébé qui riait quand il chatouillait les pieds. Là, il faut se ramener à ces images-là parce que ça nous réconcilie avec l'être humain qui est devant nous. Oui. Puis c'est ça, tu as plus d'empathie envers la personne aussi. Moi, j'ai un peu la même affaire. Peut-être que ça va te faire rire, mais c'est quand je me fais couper dans le trafic, je me dis,
le gars doit avoir envie de chier. Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut trouver des moyens pour... c'est vrai que ça me calme, ça me fait rire. Ben ouais, ça, c'est ça. Je l'oublie. Je fais, C'est ça. C'est comme moi, quand je fais des conférences, il y a du monde, t'es pas gêné, Daniel, tu parles devant 500-600 personnes. Je dis non, comment tu fais? Parce que quand je les regarde, là, j'imagine toutes ce qu'ils font après le premier café le matin. Mm-hmm. Ils sont tous assis là, à la même place, puis moi, ils sont tous assis là-dessus. Fait que c'est eux qui doivent être intimidés, pas moi. Ouais, c'est ça. Je t'écoutais quand tu parlais des agents correctionnels, puis ça m'a fait penser à... Je sais pas si tu as entendu parler de l'étude qu'il y a eu dans une université où ils ont fait un test, puis ils ont séparé 2 groupes. Ouais. Ouais, c'est ça aussi que je m'en vais. Puis là, c'est ça, il y en avait qui étaient des agents correctionnels, puis d'autres des détenus. Puis ils ont arrêté l'expérience parce que ça devenait trop dangereux. C'était en train de dégénérer. Moi, je donne une formation qui s'appelle l'incarcération et ses impacts. Puis à l'intérieur de cette formation-là, il y a un jeu de rôle. Et ça ressemble un petit peu à ça. Je prends 4 ou 5 personnes, sortez du local. Je prends 3 personnes, ça c'est des gardiens, 2 agents de libération conditionnelle, 2 commissaires de libération conditionnelle. Puis là, j'explique à tout le groupe comment ça va se passer. Ceux que j'ai mis dehors, là, j'ai 4 profils ici. Il y en a un, c'est un violeur, l'autre, c'est un tueur, l'autre, alcool au volant, puis l'autre, c'est un trafiquant de drogue. Les 3 gardiens vont aller leur porter chacun leur profil. C'est ça qu'ils sont aujourd'hui. Quand ils vont rentrer dans le local, les gardiens vont leur enlever le téléphone, le portefeuille, le clé. On va les asseoir à cette table-là et il n'y a pas personne qui leur parle. S'ils me posent des questions, je ne réponds même pas. On les ignore parce que ce sont des déchets sociaux. C'est des rejects. On veut rien savoir d'eux autres. Puis je me souviens d'avoir donné cette formation-là en Abitibi, dans une maison de transition. Tu sais, je demande au début aux gens le background, pour un petit peu me faire une idée de qui est avec moi. Mm-hmm. Puis il y a un gars qui a fait sa technique policière. Ça va être le gardien extraordinaire, il a fait sa technique policière. Fait que lui, je le nomme gardien. Et durant le jeu de rôle, durant la formation, il s'est levé à la main, il m'appelle. Il dit, faut que j'arrête. Comment faut que tu arrêtes? Et je suis plus capable de stracider mes confrères de travail. Là. Il dit, moi, je vais travailler avec eux autres demain matin. Là. Non, c'est ton rôle, faut que tu le fasses jusqu'à la fin. Fait que même quand c'est dans le rôle de l'oppresseur, ça fait vivre des sentiments négatifs à la personne. Il y en a qui sont pas à l'aise là-dedans. Ils sont pas à l'aise là-dedans. Puis ceux qui ont le rôle de détenu, là, écoute, il y en a qui viennent me voir après, puis ils me disent, il y a même une femme, une fois, qui était venue me voir, elle dit, moi, j'ai eu peur de pas avoir ma libération conditionnelle parce que j'étais noire. Tu sais à quel point ça peut être puissant, ce genre de choses-là. Puis ça fait prendre conscience aux gens de beaucoup de choses. Mais tu sais, puis cette expérience-là, là, ça a été fait avec des études universitaires, là, ça n'a pas été fait avec monsieur et madame tout le monde. Là. Mm-hmm. Puis je ne veux pas dénigrer monsieur et madame tout le monde. Mais tu vois à quel point insérer quelqu'un dans un rôle, tu sais, donner du pouvoir à quelqu'un, là, c'est un enjeu considérable. Mm-hmm. Tu sais, moi, les policiers, j'ai rien contre eux autres. Il y en a qui sont bien sympathiques. Mais ce que je changerais, moi, si j'aurais le droit de dire ce que je veux changer, tu sais, ils font le cégep, ils font l'école de police, puis après ça, dans le char avec un gun. Ils ont 24, 25 ans. Moi, dans le parcours scolaire, là, il faudrait qu'il y ait un bac à l'université de 3 ans. Va étudier autre chose, va faire d'autres choses, va vivre un peu, va vivre ta vie, va réfléchir, va confronter tes idées avec d'autres personnes. Pour que ces gens-là arrivent avec un bagage un peu plus. Je dis pas qu'ils n'ont pas, là, mais un bagage plus important au niveau du vécu. Tu sais, donner un gun là, à quelqu'un du pouvoir, c'est important ce que tu fais là. Parce que, comment est-ce qu'il va gérer ça, le pouvoir? Tu sais, puis on le voit là, dans le quotidien, dans nos vies. Là, tu sais, on élit des gens à des postes de pouvoir. Puis il y en a qui font très bien ça, puis il y en a qui le font pas bien, qui en abusent. Tu sais, on est des êtres humains, là, tu sais. Puis je dénigre pas personne quand je dis on est des êtres humains, c'est normal, on est comme ça. Mm-hmm. Fait que quand ça a terminé, c'était quoi? En 2007, t'es sorti? Non, je suis sorti en 2000. En 2000? 82, 17 ans. Ah, OK, t'es sorti en 2000, puis... 99, là, 99. OK. 2000, ouais. Puis c'est ça a été comment sortir? Est-ce que ça a été un choc? Moi, je suis passé par une maison de transition.
Puis normalement, quand tu Et fais ça s'est fait par étapes. Ouais, ça se fait. Tu sais, j'ai eu des cas, des absences temporaires. Puis moi, j'avais déjà un travail à l'époque. Parce que moi, pendant une couple d'années, il y a quelqu'un un ami m'avait présenté quelqu'un qui était un éditeur de magazine. Puis j'ai écrit une chronique, moi, dans un magazine pendant plusieurs années, qui s'appelait Amour de peine. Ben oui. Peine, P-E-N. Il y en a un qui me parlait de ça. Ouais. J'ai écrit ça, puis je suis devenu ami avec l'éditeur, puis là, hein, je l'appelle, j'écoute, là, je sors, ça va me prendre un job. Ah, il dit, viens travailler pour moi, et tu vas te trouver une job. Là, fait que je suis arrivé là, moi, j'étais en maison de transition, puis même à partir du pénitencier, j'ai commencé à travailler un programme à l'époque où tu peux travailler à partir du pénitencier. Fait que je faisais n'importe quoi, je répondais au téléphone, je livrais le magazine, je faisais n'importe quoi. Puis là, je suis en maison de transition parallèlement à ça. Puis ce gars-là m'a beaucoup aidé, tu sais. Il m'a aidé pour aller ouvrir mon compte de banque à sa banque, là, tu sais, parce que tu sors de prison, là, tu sais. Ça marche pas comme ça marchait, là, tu sais. Faut une chance qu'il y ait quelqu'un qui t'aide. Il m'a aidé pour louer un appartement. Il y avait un de ses amis qui avait des blocs. Il m'a loué un appartement, ça. Il m'a beaucoup aidé. Puis je suis sorti de la maison de transition. J'ai fait 9 mois en maison de transition. Il m'avait donné 6 mois de maison de transition à faire. Mais quand j'arrivais proche de la fin du 6 mois, l'agent qui s'occupait de moi disait, il va falloir préparer l'audience sur libération conditionnelle. J'ai dit, on peut-tu prolonger de 3 mois? Tu sais, je veux m'amasser plus de sous. Puis elle dit, il n'y a pas de problème. Fait qu'ils ont prolongé de 3 mois. Puis après le 9 mois, je suis passé devant la libération conditionnelle, puis ils m'ont donné ma libération conditionnelle totale. Donc, ça veut dire que tu t'en vas chez vous. Tu sais, fait que j'avais un appartement, tout ça. Puis, le travail, je travaillais, puis à un moment donné, il m'entend parler avec quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui voulait acheter de la publicité, tu sais. Puis là, à un moment donné, il me dit, Daniel, tu veux-tu devenir représentant publicitaire? Oui, les représentants, c'est tous des menteurs, tu sais. Moi, je veux pas faire ça dans la vie, j'ai jamais fait ça. C'est des beaux parleurs. Ouais. Non, il dit, je suis sûr que tu serais bon, Daniel. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que pendant 17 ans de ta vie, tu t'es vendu. Ça, c'est la chose la plus difficile à faire, se vendre soi-même. Fait que je suis devenu représentant publicitaire, puis je suis devenu très bon en plus. Non, ouais, il avait raison. Il avait raison, ouais. Même, il y a une anecdote, là, il y avait on dirait un commerce, là, parce que je veux pas identifier personne, un commerce qui annonçait pas dans le magazine depuis, écoute, je pense 3-4 ans. Parce qu'il détestait l'éditeur. Fait qu'il voulait rien savoir de lui, il annonçait pas. Fait que je demande au directeur des ventes, je peux-tu avoir le dossier de ce commerce-là? Voyons donc, ça ne donnait rien de faire ça. Il n'y a rien à faire avec lui. C'était un bar. Je regarde, donne-moi les. Fait que moi, j'avais ma petite stratégie derrière la tête. Ça fait qu'à tous les mardis, quand je quittais le travail, j'allais prendre une bière. Après une couple de semaines, là, j'étais chum avec le barman. Puis là, je dis, je vais envoyer un photographe, faites une soirée. Non, on veut pas, on paye pas. Non, c'est gratis, gratos. Fait que j'ai envoyé un photographe, mettais des photos dans le magazine. Une couple de mois plus tard, je m'en vais le mardi soir prendre ma bière. Puis là, le barman, il me dit, la boss veut te voir en haut. Fait que je rentre dans le bureau, il dit, t'as-tu ton pad avec toi? Mon pad, tes contrats de vente. Ouais. Il dit, sors-les. Il dit, je veux une demi-page couleur pour 1 an. C'est rare de signer un contrat comme ça. Là, on va prendre 2 mois, 3 mois, puis ils vont renouveler. Là, mais d'une shot, une one-shot, 1 an, c'est rare. Fait que là, moi, je signe un contrat. Le lendemain matin, j'arrive, je mets ça sur le bureau. Comment t'as fait? Ouais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis tu sais, j'ai découvert que la vente, quand je faisais ça, j'ai découvert que la vente, c'est pas important ce que tu vends. C'est la relation que tu établis avec la personne qui est importante. Parce que s'il te trouve sympathique, puis il te trouve fin, il va t'en acheter. Ouais. Même si c'est de la merde que tu vends. Puis moi, tu sais... Il veut t'encourager. Hein. Ben, tu sais, il y a une relation qui s'installe, puis tu sais, c'est sûr que... Tu sais, ça vaut la peine aussi de le faire, là. Tu ne gâches pas ton argent par les fenêtres. Mais moi, là, puis il y a des petites choses que tu fais des fois qui font la grande différence. Moi, avant Noël, là, je ne sais pas combien j'avais de clients, j'en avais beaucoup, là. Je les appelais tous pour leur souhaiter une bonne période des fêtes. Puis la majorité me disait, c'est la première fois qu'un vendeur fait ça. Tu sais, cette petite attention-là, elle coûte rien. Elle te prend un peu de temps, mais ça coûte rien. Mais quand il te revoit en janvier, là, il est content de te voir. Il passe un bon Noël, là, il te parle des enfants, puis là, il signe un contrat. Faire de la vente, c'est de la relation humaine. Puis je travaillais là-dedans, puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu me voir. Un gars que j'avais connu en prison. Fait que tu travaillais pas tout de suite en travail social? Non, pas. Puis moi, l'intervention, j'avais fait ça de ma vie, puis j'avais pas l'intention de faire ça pendant tout. C'est vraiment un accident de parcours. Ouais, tu voulais être moine, toi. Ouais, c'est ça. Au départ. Ouais, c'est ça. Ça fait que une journée, il y a un gars qui arrive, puis un gars que je connais en prison, il dit, Hey Daniel, on a pensé à toi, on aimerait ça que tu viennes travailler avec nous autres.
C'est un gars que tu connais en prison qui te dit on aimerait ça que tu viennes travailler avec nous autres, là, tu sais, OK, on fait des hold-up. Ouais, c'est ça. J'ai dit, non, c'est quoi votre patente? Ah, il dit, nous autres, là, ils nous engagent. Ils engagent des gars qui ont fait des sentences de vie, qui sont dehors. Puis on va d'un peine accompagner les gars. Là, j'ai regardé, j'ai dit, j'ai fait 17 ans de prison, puis là, toi, tu viens m'offrir tout bonnement. Tu veux-tu y retourner tous les jours? Non, ça m'intéresse pas. Puis là, il me nomme tous les gars, tu sais, qui faisaient cette job-là. Je les connais tous. J'ai fait du temps avec eux autres. Je suis curieux. Fait que j'ai appelé, je vais aller voir. Je suis allé à une de leurs réunions. Le boss m'a rencontré, m'a engagé. Écoute, la formation, c'était simple. Là, c'était une journée. Passé une journée avec un autre intervenant, il disait c'est quoi que tu allais faire. Moi, je savais pas pantoute ce que j'allais faire. Quand je suis arrivé à Archambault pour une journée, là, tu sais, j'étais dans mon char, je te l'ai expliqué tantôt. Là. Puis après, je me suis dit, OK, je vais rentrer là, qu'est-ce que je vais lui dire, ouais, eux autres? Je suis qui, moi, pour aller dire à quelqu'un quoi faire avec sa vie? Tu sais, mais j'avais pas compris c'était quoi cette job-là. Puis cette job-là, t'étais un porteur d'espoir. Parce que t'arrivais dans une prison, puis là, tu rencontrais des gars qui faisaient la vie, des gars qui avaient encore 10, 15, 20 ans, 25 ans de prison à faire. Mm-hmm. Puis là, il voyait quelqu'un qui avait fait presque 20 ans de prison, qui était dehors, qui avait refait sa vie, qui travaillait. Tu dis un exemple? T'es un exemple, un espoir aussi que c'est possible de passer là. Puis, tu deviens pas juste un espoir pour les gars puis les femmes que tu rencontres. Tu deviens un espoir pour le personnel. Parce que, tu sais, dans les milieux, là, comme moi en itinérance, dans les prisons, c'est la même chose. On voit toujours les mêmes personnes. Parce qu'il y en a qui reviennent. Ceux qui réussissent puis qui s'en vont, on les oublie. Fait qu'on se dit tout le temps, ils reviennent tout le temps. C'est toujours les mêmes. Ils reviennent tout le temps. Mm-hmm. Fait que t'oublies qu'il y a des réussites dans le travail que tu as fait, que certaines personnes ont eu des réussites. Puis moi, quand je rentrais dans la prison, ben les gars, ça suscitait de l'espoir, puis le staff disait « Chris, ça marche, notre patente. » Il y en a qui s'en sortent. Mm-hmm. Donc, ça les motivait, eux autres aussi, je pense, à faire le travail. Puis il y a des agents qui me l'ont dit, là, tu sais. Puis tu sais, tu travailles avec eux, c'est complètement... C'est weird un peu, là, tu sais, parce que t'es encore... un ex-détenu, tu es en libération conditionnelle, tu fais une sentence de vie, mais tu deviens un collaborateur avec ces gens-là. Là. C'est un peu bizarre. Fait que c'est de même que tu as commencé à faire peu à peu du travail J'ai commencé comme social. ça, puis quand j'ai fait ce job-là, il y avait dans le mandat qu'on avait, il fallait faire de la sensibilisation du public. Moi, j'étais un gars timide. Moi, parler devant le monde, j'aime pas ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là, on voit, c'est Daniel, il dit, on va faire tu hier. Je viens de faire une conférence en école. Puis jeudi, je vais à l'école. Tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça et je me suis découvert ce talent-là. J'en fais depuis, ça fait 20 ans là, que je donne des conférences, des formations. Là. Puis si je pouvais faire juste ça dans la vie, je ferais juste ça. Quand je fais ça, moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis content, j'aime ça. Tu sais, j'ai tout un rituel là, tu sais, avant de commencer mes patentes. Là, puis apparemment que je donne un bon show aussi. Mm-hmm. Apparemment, tu es un sage, je suis pas payé. Je te fais confiance. Tu sais, j'ai monté des différentes formations, différentes conférences. Il y a des écoles qui me rappellent à toutes les années. Il y a une école dans le bout de Québec, dans le nord de Québec, là, c'est loin, là, un collège privé. Puis le professeur elle m'a dit l'année passée, elle a dit, Monsieur Benson, on vous invite à chaque année, puis quand vous venez ici, quand vous repartez, on entend parler de vous pendant 3 mois dans l'école. Ah ouais. T'sais, ça marque les esprits, là, parce que je lui dis, ils savent pas qui je suis au début. Mm-hmm. Ils savent juste à la fin, c'est mon punch. Mm-hmm. Même une fois, il y a une jeune fille qui est venue, elle dit, Monsieur, moi, je vous crois pas. Qu'est-ce que tu crois pas? Elle dit, vous n'avez jamais fait de prison. Moi. Je commence ça. Ben, elle dit, pas de l'aide de ça. Ouais. Tu sais, les images qu'on a, elle me croyait pas, il fallait que je monte ma carte de libération. Ouais, c'est ça. Elle me croyait pas. Ouais, c'est sûr, avec ta petite laine, là, ça m'aide pas. Non, je mets des vestons, des cravates, des nœuds papillons, pis tout, là, pour les subjuguer, bien comme faut. Ouais, c'est ça. Puis, fait que ça a été de même te rentrer pour le travail. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'intervention. C'est quand que c'est commencé à devenir une mission de... Je te dirais, là, après, ça a été très rapide, là, 1 an. Ah ouais. Après 1 an, j'ai compris que j'étais sur mon X, que j'étais à ma place, que j'aimais faire ça. Puis j'étais très conscient aussi que j'avais encore beaucoup à apprendre dans ce métier-là. Parce que, tu sais, moi, des fois, je le dis aux étudiants, là, si jamais, là, parce qu'ils vont aller faire de l'intervention, tu sais, quand tu es étudiant criminel, tu vas aller faire de l'intervention. Si la fibre de l'intervention a fait ça en dedans, là, allez travailler demain matin, vous allez être les meilleurs. Ça fait pas ça, là. Continuez aux études, faites une maîtrise, un doctorat, vous allez être pourris. Parce que, tu sais, ça prend
c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Ben, comme tous les métiers, là, tu sais, moi, je ne suis pas capable d'être plombier, là, tu sais, j'haïs ça, tu sais. Mais l'intervention, il faut que tu aies quelque chose en dedans qui fasse que tu veux aider, que tu veux... Parce que, tu sais, c'est un métier qui est... altruiste. Ouais, parce que tu donnes constamment. Là, mais oui. Tu tends la main, tes aides, tu sais. Moi, j'ai l'intervention, c'est des fois pousser dans le dos, des fois retenir un peu, là, tu sais. Mais il faut que tu le fasses subtilement. Puis c'est devenu... Je savais pas, mais c'est devenu une passion pour moi, là. Moi, je suis un passionné de ça. Ben, c'est sûr, il faut qu'il y ait ça. Parce que... J'ai des histoires dans ma tête, là, tu sais, puis ce qui me motive à tous les jours, tu sais, des fois, ça va pas bien. Les gars ont des échecs, puis tout le kit, tu sais, puis... Mais, tu sais, les réussites auxquelles j'ai participé, parce que ce ne sont pas mes réussites à moi, là, c'est les réussites des personnes, mais les réussites auxquelles j'ai contribué, ça, là, c'est une source d'inspiration quotidienne. Parce que tu dis, oui, ça va marcher. C'est comme tes trophées, dans le fond. Oui. Puis dans ces réussites-là, il y a des trucs que tu as utilisés qui ont fonctionné. Puis ces trucs-là, il faut que tu les gardes parce qu'ils sont bons et ils marchent. Puis ça t'aide-tu à te pardonner un peu? Ben, c'est sûr que le matin, dans le miroir, je vois le gars qui a tué, mais je vois le gars qui fait des bonnes choses pour la société aussi. Puis, tu sais, il y a des fois que, tu sais, je reçois des bonnes tapes dans le dos. Cette année, j'ai reçu un prix, moi, là, en octobre, là, j'ai été nommé grand ambassadeur de la réhabilitation sociale au Québec par un organisme de l'Outaouais, là, tu sais. Oui, c'est ça, tu as participé au gala. Ben, c'est de même, je t'ai connu, dans le fond. Le gala, ça fait 9 ans que j'anime le gala. Non, mais c'est parce que, tu sais, cette fois-là, il y avait Julien Lacroix qui l'animait. Ouais. Fait que c'est de même que j'ai su que t'existais. Ouais. Puis là, j'ai lu ton histoire, puis là, j'ai fait tabarnak. Il faut que je m'en à ce gars-là s'il veut venir sur le podcast. Ben, tu sais, j'ai pas, tu sais... Je suis content de ta réaction, mais tu sais, j'ai une vie ordinaire, moi, là. J'ai rien fait d'extraordinaire dans ma vie, là. Au contraire, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai enlevé la vie à quelqu'un. Mais j'essaye de... Bon, mais ton thinking aujourd'hui, c'est... Ouais, j'essaye d'être une bonne personne. Puis j'essaye de donner ça aux autres, là. Tu sais, moi, quand je vais donner une conférence dans une école, j'aime ça faire ça. Tu sais, j'aime ça donner le show, puis tout, là. Puis entre autres, j'ai une conférence interactive, là, qui s'appelle Coupable ou non coupable pour les sensibiliser au système de justice, là. Mais tu sais, quand je vois des jeunes qui viennent me voir après puis ils me disent merci, vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui, là. Ben, ce jeune-là, là, de 16-17 ans, là, il va s'en aller avec ça. Puis ça va rester à l'intérieur. Ça va évoluer. Ça va évoluer dans sa tête, là, tu sais. Puis ça, quand je fais ça, je suis content parce que je me dis, OK, ce jeune-là, là, il voit plus les choses de la même façon aujourd'hui. J'ai changé un être humain, là. Pas en totalité, là, mais j'ai changé un petit peu sa façon de penser par rapport à certaines choses. Puis ça, ben, je suis fier d'être capable de faire ça. Puis, tu sais, quand t'es sorti, est-ce que tu remarques que, mettons, il y a un manque en quelque part de soutien pour ces personnes-là qui sortent? Tu sais, comme, de qu'est-ce que j'entends de toi, c'est que tu étais déjà enclin à vouloir, tu sais, à travailler, à t'en sortir, à t'encadrer, tu sais. Est-ce que... C'est sûr qu'il y a des manques, là, tu sais, parce que le soutien n'est pas... Tu es limité dans le temps, parce que le soutien, quand tu sors de prison, il est en fonction de la sentence que tu as purgée. Tu sais, si, mettons, tu sors de prison puis il te reste 2 ans à purger sur ta sentence, ben, tu vas avoir de l'aide pendant 2 ans, tu vas être accompagné pendant 2 ans. Mais quand c'est fini, on s'en va, là. Plus de dossier, plus rien, on s'en va, c'est fini. C'est sûr que je pense que si on avait plus de structures d'aide, puis qu'on pouvait parfois prolonger l'aide pour ceux qui en ont besoin, ça serait winner. Mais, tu sais, c'est que c'est des... Tu sais, je reviens toujours, le monde est obsédé par l'argent. Mais, tu sais, c'est ça aussi. Parce que, tu sais, quand le mandat est fini d'incarcération, là, ce que les autorités, ils disent, ben, nous autres, notre mandat est terminé. On n'a plus d'argent pour aider cette personne-là parce qu'il faut aider les autres. Ouais, toi, faut que tu passes au prochain dossier. Faut que tu passes au prochain, là, tu sais. Ça fait que, mais il y a, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai travaillé pendant 12 ans, là, avec des personnes incarcérées au niveau fédéral. Il y a encore du monde qui m'appelle. Ils me disent, hey, je pourrais-tu te parler? Oh, on peut se parler, là, tu sais. Puis, tu sais, je suis pas payé pour ça, je le fais, là, tu sais, parce qu'il m'appelle parce qu'il a besoin d'aide, il a besoin de parler à quelqu'un. Mais il peut pas appeler d'autres. Il n'y a pas d'autres services. Ça n'existe plus, ce service-là. Donc, ça a été coupé. Puis, tu sais, c'est un service qui coûte à peu près rien. Là, tu sais, dans le budget du service correctionnel au Canada, là, ce service-là, à l'échelle canadienne, coûtait, je pense, 2 millions de dollars.
sur 3,9 milliards, c'est rien, là. C'est du screening, là. Ça coûtait rien. Puis, tu sais, nous autres, là, moi, quand je faisais ce job-là, la différence avec nous puis les fonctionnaires, puis je veux pas parler contre les fonctionnaires, mais moi, mon téléphone, il était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il m'appelait le soir, les fins de semaine, je répondais tout le temps. J'étais tout le temps là, puis tous les gars qui travaillaient avec moi aussi faisaient ça. Quand tu travailles, t'es payé. Moi, quand je finis à 3 heures, je m'en vais à 3 heures. J'ai pas cet investissement-là. Mais dans cette job-là, on avait cet investissement-là. On était complètement dédié à ça. Ça fait que ça coûtait pas cher là, pour le service qu'on rendait, autant à la personne qu'on accompagnait qu'au système, qu'à la société. Et on donnait beaucoup. C'est ça, c'est là qu'on commence à avoir les failles un peu. Tu sais, puis ça coûtait pas tellement cher, mais... Y en a-tu d'autres failles de même que tu pourrais dire? Dans la société, il y en a plein de failles. Ouais. Tu sais, je regarde, moi, le nombre de personnes qui sont en situation d'itinérance, qui ont des problématiques importantes en santé mentale. Tu sais, ça a monté d'une façon exponentielle depuis les dernières années. Là. Moi, je trouve ça inacceptable qu'une société riche, parce qu'on est une société riche, laisse dans la rue des gens qui sont malades. C'est inacceptable. C'est honteux. Tu sais, moi, je vois un gars là, que je vois là, presque à tous les jours. Là. Il dort sur le trottoir. Il a un problème de santé mentale important. C'est un schizophrène. Il dort sur le trottoir depuis des mois. Puis il n'y a personne qui peut rien faire pour lui. Je trouve ça triste. Parce que ce gars-là, il est malade. Il a besoin d'aide. Il n'y a pas de service qui réponde à cette problématique-là. Donc, il tombe dans le trou. Puis des trous, il y en a plein. Malheureux, c'est comme ça. On va terminer avec une question peut-être un peu plus drôle. Okay. J'aime ça les questions. Ouais, ben, dans le fond, moi, je suis curieux de savoir, ça a été quoi ton premier repas quand t'es sorti de là? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que... Ah, je suis allé manger dans un restaurant grec. Ah ouais? Ouais. Pas d'une casa grecque. Non, pas une casa grecque. Non, c'était dans le quartier grec. Là, c'est un vrai restaurant grec. C'est pas du grec industriel. C'est du vrai grec. Ça devait être bon, Oui. Puis moi, j'ai toujours été un peu difficile au niveau de la bouffe. Là, fait que ça a été pénible les années en prison parce que, tu sais... Mais tu sais, en prison, tu peux t'acheter un petit peu de bouffe, tu sais. Puis moi, je fais encore cette recette-là. J'appelle ça du spaghetti de prison. OK. C'est très, très bon. Veux-tu la recette? Ben oui. OK. Oh, oui, vas-y. OK. Oignon, de l'ail, un poivron, champignons, un pepperoni. Tu fais tout cuire ça ensemble. Tu fais cuire des pâtes aussi. Là. Après ça, tu mets des tranches de fromage shingles, un peu de lait. Tu fais épaisser ta sauce. C'est succulent. Ah ouais? Tout le monde à qui j'ai fait ça, ils ont tout aimé ça. Puis c'est une recette de prison parce que tout ce qu'il y a dans cette recette-là, tu peux l'acheter en prison. OK. Ah, ben tu peux cuisiner en prison. Un petit peu, ouais. Okay. Du riz, des pâtes, des trucs comme ça. Ouais, OK. Ah, cool. Ben, hey, merci Daniel Benson. Très merci apprécié. de l'invitation. Ben ouais, merci de t'avoir livré puis d'avoir partagé avec nous autres ton vécu puis les moments ça un peu plus aussi pénibles de ta vie là. Puis dans le fond, je te laisse le mot de la fin si le monde veut te rejoindre ou le monde le monde te suivre, ils peuvent j'ai une page Facebook, j'ai un adresse courriel danielbenson25@commercial@hotmail.com. Pourquoi le 25? Pour me souvenir de ma sentence. Ouais, c'est ça. Les chiffres, c'est important. Ils peuvent me rejoindre. Donc, je suis disponible. Je donne des conférences, des formations. Puis j'aime les gens. Fait que... Je te laisse le mot de la Puis, fin. le mot de la fin, mais d'abord, je veux te remercier parce que, tu sais, cette voix-là, la voix que j'ai portée, je pense aujourd'hui, c'est pas juste la mienne, là, c'est celle de tous les gens dans cette situation-là. Cette voix-là, on a rarement l'occasion de la porter. Donc, je te remercie de m'avoir donné cette opportunité-là. Mais c'est surtout aussi d'amener une certaine nuance aussi, tu sais, que, tu sais, parce que, tu sais, des fois, j'ai fait des podcasts, puis il y en a que, tu sais, je sais pas, ils parlent d'un côté, mais en même temps, tu sais, c'est normal, il a le droit à sa liberté d'expression. Puis des fois, c'est de l'autre bord, où que...
Fait que j'ai beaucoup aimé ça, les nuances que t'amenais de, tu sais, c'est pas tout noir, c'est pas tout des pourris, c'est pas toutes des victimes, tu sais. Puis j'espère que ce moment-là que les gens vont écouter, ben ça va les permettre peut-être de voir les choses un peu différemment. Si s'il y en a une là, qui voit les choses différemment, on a fait une bonne job. Ben oui. Hey, encore une fois, gros merci Daniel Benson. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.